Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi. Ma première chirurgie avec le X-Gate, j'ai posé 2 implants sur mâchoire synthétique. La première chirurgie, c'était juste catastrophe, quoi. Là, t'as 2 options. Soit tu dis c'est la machine le problème, soit tu dis c'est moi le problème. Donc moi, je suis parti du principe que c'était moi le problème. Et là, on a travaillé. Et puis une fois qu'on avait compris comment ça marchait, on s'est dit, tiens, on va aller sur le patient. Et après, je fais que de la chirurgie naviguée. En fait, en 2022, j'ai utilisé mon dernier guide. Je fais plus du tout de guide physique. Ah oui. Il y a des praticiens qui exercent et puis il y a ceux qui excellent. Renaud Noiret appartient à cette catégorie rare. Son parcours s'est construit autour d'une exigence presque obsessionnelle, la précision. Non pas seulement celle du geste, mais celle de la trajectoire. En implantologie, il ne s'agit plus simplement de poser un implant, il s'agit d'anticiper, de planifier en 3 dimensions, de sécuriser chaque millimètre avant même la première incision. Chez lui, la navigation n'est pas un gadget technologique, c'est une philosophie clinique. La chirurgie guidée devient un langage, le digital devient un outil d'anticipation. Et puis il y a l'IA, capable de calculer les trajectoires optimales, d'analyser des volumes, de proposer des plans. Dans cet épisode, on va parler de navigation au sens large, celle du geste, celle du cabinet, celle d'une carrière. Et surtout de cette question essentielle, dans un monde de plus en plus assisté, qui tient réellement la barre ? Merci d'être venu sur mon podcast. Si tu peux commencer par te présenter un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont en dehors de Lyon, parce qu'à Lyon, je pense qu'on te connaît plutôt bien. Merci pour cette invitation. Donc, je suis en voisin, donc pour moi, c'est hyper pratique de venir ici. Donc, Renaud Noiret, je suis maître de conférence des universités temps partiel à la fac. J'ai surtout mon cabinet, donc pas loin, dans lequel je fais exercice exclusif implantologie. Voilà. Et je suis papa de 3 enfants, le conjoint de Marie, et puis je fais un peu de sport en montagne, si je devais me présenter de façon globale. Voilà. Et du coup, si on reprend un petit peu tout ça, pourquoi la chirurgie ? Pourquoi tu as eu envie de partir sur cette voie, quoi ? Bon alors, la chirurgie, c'est pas, comment te dire, c'est pas un choix au départ. C'est-à-dire que moi, je fais mes études à Lyon, comme tu as pu faire. Je passais dans le même filtre que toi. Et puis, je décide de passer l'internat parce qu'en fait, je trouvais qu'en fin de 5e année, j'étais pas hyper à l'aise, tu vois, pour aller en cabinet, tout ça. La mission me paraissait grande par rapport à ce qu'on faisait. Techniquement, tu veux dire ? Ouais. Ou, techniquement, la gestion plan-traitement, et puis tu vois, tu fais pas de muco, tu fais pas d'implanto, tu fais pas tout ça. Je me disais, bon, je vais débarquer dans les cabinets. Moi, j'avais pas de contact. J'ai 2-3 copains de promo, ils avaient des contacts, ils étaient déjà allés dans les cabinets, ou alors fils de dentiste ou autre. Donc, tu vois, pour eux, ça paraissait plus fluide. Moi, j'ai l'impression d'avoir un monde à découvrir, donc je décide de passer l'internat. Et donc je réussis l'internat et le professeur Dominique Bois qui nous a quittés l'année dernière là, qui était chef de service à l'époque, me dit toi je te vois bien chez mon copain Paul. Ok. Je suis copain Paul. Alors je me dis c'est quoi encore cette histoire, et puis donc c'est Paul Mariani, le professeur Paul Mariani, qui était PU à Marseille et qui avait une activité un peu pour moi très intéressante parce qu'il était chef de l'unité fonctionnelle d'implanto, mais il venait de la prothèse complète. Okay. Donc au départ, il faisait surtout des cours, de la formation de prothèse complète, et puis après, il a amené les implants pour que les prothèses complètes soient stabilisées. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris l'implanto. Et en fait, moi, j'ai une grosse particularité. Un avantage, inconvénient, c'est que je suis, on va dire, assez sensible, et que du coup, je suis capable, si j'ai une bonne affinité avec la personne, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fini implanto. Mais si je t'explique, en 3e année, j'ai Serge Ball, endodontiste exclusif à Lyon, que tu connais, qui était mon prof en TP. Et j'étais à 2 doigts de faire endo exclusif, quoi. Ah ouais. En 3e année, ouais. Donc, quand les mecs sont passionnés, j'ai tendance à aller dedans. Donc, je les vois passionnés. Donc, moi, ça me passionne aussi. Donc, j'y vais. Donc, j'aurais pu aller du côté obscur de la force dans l'endo. Les endos qui nous regardent. C'est un peu obscur, le truc, quand même. Et en fait, voilà. Mais j'aime bien l'implantologie parce que, en fait, il y a le côté chirurgical, oui, c'est sûr, mais il y a quand même toute une construction derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, le traitement de l'édenté complet ou ça. Il y a toute une stratégie, en fait, à mettre en place. Plus global, quoi, tu veux dire. Plus global. Mais même une incisive centrale, parce que j'en fais beaucoup, c'est intéressant. Il y a tout un tas de petits détails, etc. Parce que l'implant pour l'implant m'intéresse pas tant que ça. C'est dans sa globalité que ça m'intéresse. De toute façon, maintenant, comme on t'adresse, tu fais surtout des cas un peu plus difficiles, soit en global, soit en technique, au final. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai des praticiens référents qui m'adressent. Donc, soit ils font pas du tout d'implant. Donc, c'est un peu le tout venant, entre guillemets. Soit l'autre catégorie qui m'adresse, qui savent pas faire pour le moment. Donc ça tourne, du coup c'est comme ça qu'on a 3 grands pôles de spécialité, la partie édentement complet, la partie incisive centrale et la partie ROG. Okay. Voilà, ça c'est vraiment les 3 activités majeures sur lesquelles on développe. 3 pôles, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et du coup, pourquoi après rester quand même à la fac pour
pour encadrer les étudiants parce que tu as quand même à côté une activité de conférencier avec ton organisme de formation. Ça prend beaucoup de temps, je pense. Alors, dans l'ordre. J'ai toujours aimé transmettre. Alors là, je le dois aussi encore une fois au professeur Paul Mariani, parce que c'est lui qui m'a fait faire ma première conférence en 2004. J'étais interne et qui m'avait dit un jour, donc c'était à Annecy dans les locaux d'Ivoclar, il y avait le symposium international du traitement de l'édonté total. Et il m'avait dit, tu présenteras le cas clinique qu'on vient de faire avec la clé en plâtre, etc. Donc 2004, moi je présentais un truc, tu vois, j'étais en première année d'internat. Je connaissais pas grand chose. Donc voilà, donc j'avais bossé le truc à mort. Et puis, je m'étais dit, je vais essayer de faire honneur un peu au service et tout ça. Et l'expérience m'avait plu. Mon patron, donc le professeur Marini, je l'appelle toujours le patron, mais m'avait débriefé, tac, ça va pas, ça va. Donc voilà. Et puis, je me suis pris un peu au jeu de ça. Ce qui fait que quand j'ai fini l'internat, je suis rentré à Lyon. On m'a proposé un poste d'assistant hospitalo-universitaire. Donc, je suis resté. Et en fait, en 2009, Yves Allard me dit, je pars de Lyon et je vais finir ma carrière hospitalo-universitaire à Nice. Mon poste reste, il faut que tu te débrouilles pour avoir le poste, quoi. Et donc, c'est 1 an après. Donc, si tu veux, moi, je n'avais pas tout à fait paramétré ça. J'étais sur des projets d'achat de cabinet à Marne-la-Vallée, enfin, tu vois, pas tout le sujet. Et donc, j'appelle mon patron et le professeur Mariani me dit, écoute, il y a 1 an, tu n'as pas le temps de réfléchir. En fait, tu fais ce que tu as à faire pour aller au concours. Donc, j'avais déjà le Master 2, heureusement. Je me suis inscrit en thèse et puis j'ai fait des publis, des machins, etc. Pour pouvoir passer le concours. Et donc là, je suis rentré. Là, j'ai vécu des bonnes années, entre guillemets, parce que du coup, on a pu monter un groupe, et notamment avec Pôle Esthétique et Pôle Implanto. Donc, dedans, il y avait Marie-Clément, Clara Marco. Et là, à côté, tu travaillais quand même déjà? Ouais, je travaillais déjà, ouais. En collab, du coup? À Paris, en collab, et à partir de 2013, à Lyon, ici. Ah, donc tu faisais 2 activités, plus l'activité, du coup, à la fac, quoi. Exactement. Et du coup, on a monté ce pôle esthétique. Donc, je faisais Marie-Clément, Marie Jurado, Clara Marcoux. Je me rappelle, moi, j'étais, je pense, à cette époque-là, en fait. Ouais, exactement. Quasiment. Et puis, il y avait un pôle implanto avec Édouard Chalon, enfin, tous les copains, là. Ouais. Et puis, ça, c'était vraiment très stimulant. Puis après, pour des raisons probablement politiques, ça s'est un peu éteint. Et moi, j'ai pris une dispo de 2 ans, donc 2022 à 2024, parce que j'avais le nouveau cabinet qui est juste derrière, là, et qu'il fallait que je fasse atterrir, parce que tout ça était en place et c'était pas très stable. Et puis mes 3 enfants étaient jeunes. Juste pour revenir à ton activité à côté, donc collab d'abord. Ouais, collab de 2007 à 2011 en Seine-et-Marne. Ok. Et puis après, j'ai créé mon activité à Lyon en avril 2013. Et donc, avant d'avoir le nouveau cabinet, tu avais déjà un cabinet à toi? Oui, exactement. Tout seul? Oui. Et ça, c'était un choix aussi de ta part par rapport à... Parce que c'est quand même difficile d'être seul dans un cabinet et de gérer... Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est un luxe, tu vois. Enfin, tout le monde aime le luxe, mais il faut payer le prix du luxe. Ouais, il faut payer le prix du luxe parce que tout seul, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. T'as raison de dire que c'est lourd parce que bon, il y a l'aspect économique, puis il y a l'aspect gestion au plus large. Surtout ça. C'est tout toi qui fais. Donc du coup, ça c'est des fois un peu lourd, voilà. Mais je suis plus heureux comme ça. Quand j'étais en collab, c'était une bonne expérience, probablement techniquement, tu vois. Mais j'avais toujours l'impression de pas être chez moi, donc tu vois, t'es pas à l'aise, tu vois. T'es chez quelqu'un qui te permet de venir travailler, mais du coup, faut pas que tu laisses tes affaires, faut pas laisser trace. Enfin, tu vois, ça, ce petit côté-là qui, du coup, était un peu, voilà, j'étais pas hyper. Tu te sens étriqué, quoi. Exactement. Et même dans les choix, d'ailleurs, parce que si tu veux faire un choix d'acheter un truc, tu dépends. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'être tout seul. Mais après, c'est tout seul dans les prises de décision, mais au quotidien, je suis pas tout seul. Tu vois, il y a l'équipe qui est là, mes assistantes, etc. Donc, oui, je suis tout seul comme praticien, mais on soigne tous ensemble, donc voilà. Mais c'est vrai que là, tu avais déjà des référents quand tu t'es mis en activité Alors en 2013, seul. Quand je suis arrivé, je pensais que j'allais avoir des référents facilement, mais en fait, l'histoire s'est pas fait aussi facilement que ça. Parce que tu penses toujours arriver et puis que... C'est jamais facile de toute façon. Ça va claquer du lobe, mais en fait, non, pas du tout, parce que c'était de la création, donc il faut changer les habitudes. Et puis, moi, je voulais vraiment travailler avec des gens qui, humainement, tu vois, perçoivent les patients un peu comme moi, c'est parce que je trouve que c'est plus simple. Ce que j'ai appris dans le cabinet où j'étais... En collaboration là en Seine-et-Marne, c'est que des fois tu as des praticiens référents avec qui tu partages pas trop de feeling, mais du coup avec les patients ça passe pas non plus, quoi. Ah, parce que souvent le patient ressemble un peu au praticien. Exactement. On peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est bon, voilà. Et du coup je voulais éviter ça parce que je m'étais retrouvé dans des situations en plus jeunes, tu vois, où je me disais
je sais pas bien comment gérer le patient, le praticien aussi, c'est complexe. Enfin, tu vois, j'étais pas à Ouais, l'aise. ouais. Et je me suis dit, en fait, je vais travailler avec des gens avec qui je m'entends bien sur certaines valeurs de base, quoi, tu vois, tout simplement. Et donc, du coup, ça s'est fait petit à petit. Et voilà. Et ça, pour un jeune, ce serait quand même un conseil que tu donnerais, déjà avoir d'abord le feeling, soit avec ton patron, en quelque sorte, ou soit avec Je pense que c'est tes le correspondants. quotidien, ça, tu vois, le fit que tu peux avoir avec quelqu'un, c'est quand même important parce que tous les jours, on va travailler. Donc, si tu as quelqu'un, je prends un exemple en bateau, mais si toi, tu es à fond dans l'écologie et que le praticien avec qui tu bosses s'en contrefou, il ouvre la fenêtre, il jette son mégot et machin, en fait, à un moment donné, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais là, tu vois, il n'y a pas d'alignement, quoi. Alors, tu peux pas être aligné à 100%, ça n'existe pas. Bah, je pense qu'il faut être aligné à 70% quand même, tu vois, pour, voilà, t'es à 2 tiers, aligné sur autre chose. Après, t'as toujours des choses à discuter à la marge, mais c'est à la marge, quoi, c'est Ouais. pas sur l'ensemble, quoi. Donc quelqu'un qui recherche une collab, plutôt se diriger vers Faut qu'il y ait un fit un humain. alignement, un fit, Ouais, et puis si ça va après, pas, aller voir ailleurs, quoi. voilà, quand t'es collab, je veux dire, ça va C'est pas, ça. t'appuies sur le bouton, et Oui, puis c'est voilà. ça, c'est clair. Je pense qu'il faut pas faire les choses à contre-cœur, Ouais, quoi, ouais. parce que sinon, après, je pense que organiquement, après, ça accumule et c'est pas terrible, quoi. Après, on peut en arriver burn-out, ça, on en reparlera. Ouais, exactement. Du coup, donc là, t'as pris tes 2 ans de dispo. Ouais. En parallèle, tu crées le nouveau cabinet. Exactement. Là où t'es installé maintenant, c'est Ouais, ça? exactement. D'accord. Mmh. Et la dispo, c'était vraiment pour ça? Ou c'était parce que Non, c'était un tout, hein. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'avais pas mesuré, c'est que quand j'ai créé mon premier cabinet, j'ai eu 1 an où j'étais que enseignant à la fac et les conférences. Donc du coup, c'était assez facile, enfin entre guillemets. Sauf que là, quand j'ai créé le deuxième cabinet, j'avais toujours l'enseignement à la fac, les conférences à l'extérieur, le cabinet à faire tourner classiquement et Ouais. surveiller le projet. Et accessoirement, 3 enfants en bas âge ou en très bas âge. ouais, on en parlera après. Et là, du coup, je me suis retrouvé à un moment donné un peu trop comprimé, c'est-à-dire qu'il y avait un peu trop de choses. Voilà, le cabinet, il fallait le faire atterrir, il faut quand même gérer tes enfants, il faut gérer tes Ouais, patients. Enfin, ouais. il y avait un peu trop, beaucoup de conférences, parce que j'en fais quand même pas mal. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu trop. Et la seule chose que je pouvais stopper temporairement, c'était la fac. Ok. C'est-à-dire que le cabinet, tu peux pas dire pendant 2 Ouais. ans, je suis pas là et puis je reviens. Compliqué, ouais. Ça marche Ouais. pas trop. Voilà, pour tes enfants aussi, ça marche pas. C'est clair. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cette disponibilité et je suis revenu à la fac donc en septembre 2024. Ok. Et pourquoi tu deuxième cabinet? Parce que le premier est encore ouvert? Non, le premier, je parle toujours du premier cabinet historiquement, il a été racheté par un confrère. Ah, ok. Voilà, le local, donc c'est toujours un cabinet dentaire. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et ça c'est mon deuxième cabinet dans le sens où c'est le deuxième de l'histoire. Ouais, quoi. mais ton premier, tu t'as plus du tout de lien avec. Plus du tout de lien D'accord, avec, ok. Ok. je suis bien autre chose. Plus les murs, rien du tout. Rien du tout. D'accord, ok. Voilà. Donc là, le premier cabinet, tu l'as fait vraiment encore plus à ton image que le premier. Le deuxième. Ouais, bah complètement. Là, Il y a quoi vraiment de différent du coup? je pense Parler un peu que plus, sur le. Alors, il y a quoi de différent? Je te dirais surtout sur l'identité même du cabinet. C'est-à-dire que quand j'ai créé le premier cabinet, donc en 2013, j'ai 34 ans. Donc, tu as une certaine maturité, mais qui te permet de voir ce que tu veux pas, mais peut-être pas complètement, en fait, entre guillemets. Et le fait d'avoir fait 8 ans dans ce cabinet-là, t'acquiers une certaine maturité, alors personnelle, mais aussi professionnelle, etc., qui te disent, bah tiens, je vais aller pousser des choix un peu plus loin. Et tout ce qui est identité visuelle, donc la charte graphique, même le visuel, on peut parler du mobilier, enfin toute cette partie-là, en fait, on a poussé le curseur en étant assumé, quoi. Tu l'as poussé jusqu'où? Si tu as des exemples concrets à... Là, c'est le parcours patient, c'est ça? Ouais, c'est le parcours patient. C'est Donc, ça. c'est le livre que j'ai écrit là, l'année dernière, où j'ai tout expliqué, justement, parce que... Je voulais le prendre, mais il était en rupture de stock avant le... Mais en fait, on a tout expliqué dedans, parce que moi, on m'a jamais expliqué ça. Donc, je l'ai appris en lisant des livres, etc. Mais tu vois, des choix vraiment drastiques sur... quand je te dis l'aspect visuel, on va parler de décoration, par exemple, avec des choses comme ça. Nous, on a fait le parti pris, donc on est dans de l'ancien. Donc avec les moulures, etc. Et de se dire, bah tiens, on va inclure du moderne, parce que la chirurgie, ça reste quelque chose de moderne, c'est pas ancestral. Mais du coup, on va pousser le curseur et puis on va travailler beaucoup sur le métal. Et donc, on a toute l'identité du cabinet qui tourne autour de l'acier brut, un peu d'inspiration Pierre Soulages. Et donc, du coup, le jeu a été de créer ça à l'intérieur. Donc, c'est un parti pris. Tu aimes ou tu aimes pas. Mais tu vois, les patients, c'est pareil. Tu aimes, tu aimes pas. S'ils sont pas à l'aise, ils vont dire, bon, le docteur Noret, ça m'inspire pas. Ils sont... Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça me ressemble moi. Et si là, il colle pas à cette image-là, ça veut dire qu'in fine, on n'est pas capable de s'entendre.
Mais Voilà. techniquement, comment t'as fait parce que t'as gardé les moulures, Ouais. l'aspect, voilà, on va dire haussmannien en quelque sorte, Mm. et t'as mis quand même un bloc qui est épuré Ouais. avec des soudures au parquet et des choses comme Ouais, c'est ça, ça. très Bon, en fait, le tout bloc, l'inverse, c'est les deux choses qui ouais, vont pas carrément. ensemble normalement. Ben, en fait, le bloc, on en a fait un caisson étanche, entre guillemets, à l'intérieur de D'accord. la structure. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il n'y a pas de moulure, il n'y a pas de machin. Et Ouais. on avait fait faux plafond. On a vraiment fait un caisson totalement étanche qui pourrait s'extraire, en fait, de Ouais, celui-là. je vois, ok. Par contre, sur la partie consultation où les besoins sont moindres, évidemment, on a gardé ce côté Ouais. un peu haussmannien et théâtral, quoi. Ok. Ouais. Et après, en exemple, si t'as d'autres exemples de De- parcours patient, vraiment, comme tu dis, t'as poussé le curseur parce que tu vois là, on va dire que c'est de la déco, mais est-ce que t'as d'autres Alors, je pense que d'autres t'as exemples? raison en disant que c'est de la déco, mais moi, quand j'ai pris l'archi, par exemple, j'ai pris un archi pas d'intérieur, vraiment de 3D, un vrai archi, Ok. parce qu'en fait, on a redesigné des volumes à l'intérieur de ça pour l'expérience patient. Donc, c'est pas juste entre guillemets de la colorimétrie, ça, mais on a créé aussi l'identité olfactive du cabinet, Mhm. donc un parfum qui est dédié pour les patients, parce que je pense sincèrement que, alors, il y a une notion d'identité qui est transmise par les 5 sens. Donc la vision, le toucher, le goût et l'olfactif, d'accord. Donc ça c'est important. Donc on a travaillé sur chaque chose, c'est-à-dire que la carte de visite, elle a un toucher particulier, par exemple. Ah ouais. Mm. Elle a une granulométrie. Ouais, tout à fait. Et on a fait l'identité olfactive du cabinet. Donc on a un parfum qui a été créé pour moi, Ok. par Emmanuel. Mais ça c'est une recherche personnelle qu'on a fait de ça. C'est-à-dire que le parfum-là, tu le retrouveras nulle part. Parce que, Ouais. voilà. Et pareil, les patients aiment pas, mais on a poussé ce curseur-là parce que l'olfactif est très puissant, on le sous-estime. Et encore, comme dentiste, on devrait être carrément dedans parce que, si tu veux, quand ton cabinet sent le clou de girofle, Ah oui. l'image donne que pas tu envie. renvoies, tu dis, bon, alors le patient qui rentre, il n'a pas envie, puis ça fait un peu dentiste à la papa, tu vois, Hôpital, ouais. hôpital, machin. Ouais. Et en fait, ça, c'est un signal qui est très fort, en fait, pour les patients Ouais, qui c'est disent, clair. ah ouais, ça sent le coup de girofle de ma grand-mère qu'elle me mettait dans la dent quand Ouais, j'ai mal, et ouais. là, t'es Ouais, pas c'est sur du clair. positif. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a retravaillé ça avec un parfum qui a pour objectif, en fait, grosso modo, de me ressembler, mais d'apaiser aussi les patients. Ok. Donc il est positionné que dans certaines salles spécifiques, la salle d'attente, la salle post-op, voilà, mais pas dans le bloc, parce que dans le bloc opératoire, tu t'attends à ce que ça sente le propre, en fait. Ouais. Donc on fait, là, ça sent le désinfectant, mais c'est normal. Ah ok, Voilà. d'accord. Donc on a travaillé les différentes ambiances olfactives comme Et ça. c'est En fait. qui t'a accompagné pour ça? Comment s'appelle la personne qui... Alors Toi, t'as lu Emmanuel, beaucoup déjà sur ça? ouais, j'avais lu quelques livres. Alors c'est pas le sujet le plus développé parce que souvent sur l'identité sensorielle, ce qui est appelé comme ça, on parle souvent du visuel, voire du gustatif pour tout ce qui est culinaire, machin, Ouais. etc. Mais l'olfactif, ça reste encore un peu dans des zones un peu limitées, quoi. Hmm. Et en fait, je me rappelle très bien, un jour, je tape sur Instagram design olfactif. Quand j'étais dans cette phase de recherche-là, et je tombe sur Emmanuelle Grau, qui est à Neuchâtel, en Suisse, qui est une femme... Enfin, moi, j'ai appris tellement de trucs avec elle pendant ce parcours-là, c'était dingue. Et en fait, elle a un passé de chirurgienne esthétique. Ok. Et puis elle, découper les corps, c'était un peu complexe. Et du coup, elle s'est rapprochée après un peu du monde de la mode, mais surtout, elle s'est rappelée qu'elle avait une capacité olfactive qui était au-dessus. Et donc, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Et elle est devenue créatrice de parfums. Mais elle a un odorat qui est hors norme, quoi. C'est-à-dire que moi, elle sent des trucs, je sens rien du tout. Donc voilà, elle me dit, si, là, il y a la note, machin. Mais bon, moi, je suis pas développé comme ça. Et donc, du coup, c'est elle qui a créé le parfum. Donc voilà, on a fait vraiment cette démarche-là. Donc ouais, donc ce cabinet-là, vraiment dans cet aspect Ouais. parcours patient poussé au maximum, quoi. Ouais. Ok. Et je pense que ça fait partie du traitement. Ça enlève pas la technique, ça enlève pas le plan de traitement, tu vois, c'est pas tout ça, mais je pense que c'est une façon d'accompagner les patients, qui plus est en chirurgie, une façon un peu plus humaine, quoi, tu vois, un peu plus enrobante, où on a des patients qui sont plus, plus sensibles, tu vois, plus à fleur de peau, donc voilà. Surtout et puis maintenant avec la crise et tout, enfin. Ouais, moi j'ai l'impression que de post-Covid, ils sont devenus plus sensibles. Moi je pense tu vois, aussi, je trouve. Donc un peu plus fébriles. Donc on essaie de les accompagner plus en rondeur, surtout qu'on fait de la chirurgie. Donc tu vois, on essaie ces deux choses. De leur amener évidemment la partie technique, mais en plus quelque chose qui enrobe tout ça, quoi. Ok. Et après, du coup, pour revenir à la partie globale, donc là on a parlé le parcours patient. Et quand tu parles de globalité de ton plan de traitement, comment tu l'amènes? Je sais que tu travailles avec la chirurgie naviguée. Oui. Pas mal, beaucoup. Beaucoup. Oui. Donc là, si alors tu peux parler un peu plus quand tu accueilles un patient, vraiment en fait, voilà, parcours patient et puis la suite, comment ça se déroule, quoi.
Alors, du coup, ça se passe de façon simple, parce que moi, je crois beaucoup au protocole simple. Ce qui est pas simple, tu le laisses dans le placard et puis voilà, parce que tu vas faire l'effort une fois, deux fois, et puis Ouais. après, c'est trop de contraintes. Donc le process, il est toujours le même, un peu en mode industrialisation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des process qui soient identiques à chaque patient, même si ton diagnostic et ton plan de traitement à l'intérieur sont pas les mêmes, mais que tu es le même process de parcours. Donc la première chose, c'est que de toute façon, quand on fait de la chirurgie qui est digitalisée, le premier point, c'est de faire un clone digital. Donc c'est de biocopier ton patient. Et ça, tu peux discuter avec les orthopédistes, ils feront pareil, hein, c'est exactement la même chose, donc on n'a rien inventé. Donc le clone digital chez nous, c'est à minima le DICOM, le STL et les photos. Et puis après, certaines fois, on a Si dit... tu peux expliquer DICOM, STL, ça correspond encore. Bon, moi, je sais, mais bon, s'il y a des jeunes Oui, qui... tout à fait, t'as raison. DICOM, c'est donc la 3D, le CBCT, donc la capacité d'avoir l'os et les dents. L'empreinte optique nous permet d'avoir la gencive et les dents. Et puis Ça, c'est STL, du coup. Ouais, STL, les fichiers STL. Et puis après, les photos avec les fichiers JPEG. Et on peut rajouter les vidéos avec les fichiers MPEG, le FaceScan sur lequel on travaille beaucoup actuellement, et puis l'occlusion numérique, on est en train de travailler, d'essayer de cutter certaines choses là pour arriver à l'implémenter simplement dans le process, parce que l'occlusion, ça peut vite devenir complexe et c'est pas l'objet. Donc une fois qu'on a toutes ces données là, donc ça, le FaceCam et l'occlusion, pour l'instant, c'est pas forcément FaceScan acté sur les full arch, c'est quasiment acté. Ok. Voilà, c'est ça. Et l'occlusion dynamique, j'ai besoin encore de travailler encore dessus pour essayer de voir ce qui est de l'ordre de l'indispensable au superficiel, pour mettre des gammes en fait, parce qu'après, comme moi je fais beaucoup de formations, j'ai besoin de mettre des niveaux en fait. Voilà, quelqu'un qui me dit je fais ça, je fais ok, ça te suffira entre guillemets, sans être, voilà, pas surinvestir dans les trucs où tu vois t'as pas. C'est le Mojo, c'est ça le truc Non. C'est pas pareil. Pas pareil, non. Non. Moi, il n'y a que ça que je connais. Bah voilà. Mais là, justement, le Mojo est un des outils. L'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permet de faire FaceScan et occlusion dynamique en même temps. Ok. Donc voilà. Ça s'appelle comment ? Et puis, ça s'appelle Metismile. Ok. Et puis là, on va intégrer normalement de l'axio numérique, l'axiographie numérique, pour nous aider à tout ça. Donc voilà. Et tout ce flux, il est géré avec la plateforme Nobel ou pas ? Alors, est-ce que tu rentres tout dans... L'idée, c'est ce que j'allais dire, c'est que bon, il faut que ce soit simple. Donc simple, c'est l'acquisition des données déjà. Ouais, donc voilà, déjà. assez simple. Donc si tu fais un CBCT, une empreinte optique et photo, tu as un clone digital minimaliste, mais qui vont te permettre de traiter 95% des patients. Ouais. Donc voilà, ça suffit. Après, le problème de ce clone digital-là, tu as collecté des données, mais où est-ce que tu les stockes en fait ? Et moi, quand j'ai commencé en 2017, 2018, le clone digital, ça commence à être le problème. C'est-à-dire que tes datas sont sur la caméra, tes datas sont sur ton CBCT, et puis après, tu sais plus où c'est, quoi. Et donc, nous, on utilise donc la solution DTX développée par Nobel, Nobel Biocare. Je t'arrête 2 minutes. Un grand merci à Nobel Biocare pour le sponsoring de cet épisode. C'est grâce à leur soutien qu'on peut continuer à produire des podcasts de qualité dans les studios professionnels avec des intervenants comme Renaud de haut niveau. L'objectif reste le même. Vous apporter du contenu concret, utile et applicable avec les meilleurs experts du domaine. Ce qui m'a vraiment marqué avec ce podcast, c'est à quel point Nobel Biocare est en train de révolutionner le flux numérique en implantologie. D'abord avec la plateforme DTX Studio, une solution qui centralise l'ensemble des flux numériques au même endroit, avec une intégration massive de l'IA, notamment pour la planification implantaire. D'après le Dr Noiret, il vérifie toujours, bien sûr, mais dans plus de 90% des cas, les propositions sont d'une précision vraiment impressionnante. Ensuite, le X-Guide, un système de navigation dynamique pour la pose d'implants. Concrètement, plus besoin d'imprimer des guides chirurgicaux, moins de contraintes cliniques, moins de coûts liés aux guides, et surtout plus de confort dans les zones postérieures souvent complexes. On sait tous à quel point les guides peuvent être difficiles à mettre en place, parfois même impossibles dans certains secteurs. Et là, avec le X-Guide, on change totalement d'approche. Et ce qui est surprenant, le coût initial, qui n'est pas tant élevé, la prise en main non plus, et la courbe d'apprentissage, selon Renaud, qui était vraiment assez rapide. En tout cas, si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description pour en savoir plus sur ces plateformes développées par Nobel Biocare. Ou dans DTX, en fait, toutes les données que tu as en amont viennent dans DTX. D'accord ? Donc, tu as une seule et unique zone d'interface de stockage qui permet que tout est là. Okay. Et après, ces données-là, tu peux l'ouvrir avec ce logiciel-là. Un seul logiciel pour ouvrir toutes les données. Donc, c'est plus et dans ce logiciel, tu peux même faire ta planification avec les implants. Oui, exactement. Puis après, dialoguer avec ton prothésiste, tous tes correspondants. Donc, tu as ce logiciel d'interface où ça stocke toutes tes données. DTX, c'est ça ? Oui, DTX, tout à fait. Et du coup, après, tu vas pouvoir faire ton plan de traitement. Alors, quand je te dis plan de traitement, c'est que c'est pas un logiciel qu'un plan. C'est-à-dire que tu as des outils de diagnostic endo, tu as des outils de diagnostic ATM, tu as des outils de diagnostic de voies aériennes. Les orthos et chez orthos s'en servent beaucoup.
Et puis après, tu as ma partie, entre guillemets, ma partie implant. Et tu as l'esthétique aussi. Tu pourrais faire, par exemple, un cas de facette avec ce logiciel? Oui, alors c'est en train d'arriver la partie Smile Design, parce Ok. qu'ils essaient de mettre beaucoup d'IA à l'intérieur. Donc, Ouais. les radios, c'est facile d'avoir de l'IA dedans. Enfin, tout le monde le fait maintenant. Mais maintenant, c'est dans le Smile Design. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Mais après, tu as ta partie planification implantaire, où donc tu as la fusion de tes premiers fichiers de 3D d'empreinte optique automatique, Ouais. le projet prototype automatique Ah ouais, et c'est pas la mal, position ça. de l'implant automatique. Donc, Ok. on va jusqu'à 4 implants en position automatique. C'est-à-dire que pour planifier 4 implants, moi, je fais clic, 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 et c'est fini. Et donc, Il te les pré-place, ouais. et toi, tu valides. Bah, tu valides ou tu modifies de 2 degrés parce que tu veux donner une petite importance. Donc, tu dis 2 degrés pour, voilà. Mais globalement, dans 95% des cas, c'est comme moi pour l'ortho, où souvent, c'est déjà bien, quoi. Bah ouais. Très bien. Donc, tout ça parce qu'en fait, ça s'est nourri de toutes les planifications qu'on a pu faire préalablement. Et donc, du coup, on arrive à des choses qui sont cohérentes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, physiquement, tu as ta collection des données, tu rentres dans la machine, tu planifies avec l'intelligence artificielle. Donc, globalement, aujourd'hui, moi, 1 ou 2, 3 implants, c'est l'intelligence artificielle qui fait. Moi, je ne fais pas mieux plus. Et après, tu as le choix, en fait, dans le software, soit de partir en free-hand, donc chirurgie à la main, pas de souci, soit de commander un guide. Donc, le design peut être fait dans le guide, le design peut être fait dans le logiciel, pardon. Okay. Et après, tu as un fichier STL. Le design du guide. Ouais, le design du guide. Tu as un fichier STL, tu l'imprimes chez toi ou à ton labo. Ou alors, tu décides de le commander via Nobel et Nobel t'envoie directement le guide. Et après, tu as la partie navigation où, en fait, ta planification va dropper juste dans ta machine et puis tu peux démarrer la chirurgie. Voilà. Juste pour revenir en amont là sur la partie acquisition des données, chaque patient, tu fais obligatoirement, même si c'est un patient qui vient et en fait, il n'y a pas forcément besoin, tu vois, une erreur forcément de correspondance. Non, alors, ou quelque chose je fais d'abord une consultation. Voilà. Chaque patient après. C'est vrai que j'ai différents types de correspondants. Il y a des correspondants qui, et en fonction des situations aussi, mais qui poussent extrêmement bien la chose. Donc, en fait, quand les patients arrivent, ils savent qu'il faut un implant, ils savent que ça coûte tant, ils savent les délais de cicatrisation. Donc, si tu veux, quand boum, on enchaîne directement le clone digital, il n'y a pas de sujet. Il y a des patients qui viennent qui sont moins éclairés que ça. Donc, on passe un peu de temps d'abord à expliquer ce que c'est l'implant, etc., etc. Et puis après, on bascule au clone digital. Voilà. Et donc, cette plateforme, elle est ouverte à, par exemple, moi qui pose pas du Nobel, ou quelqu'un qui pose pas du Nobel peut utiliser cette plateforme tout à fait. Et imprimer ses guides et poser ses implants autres. Tout à fait. Et la chirurgie naviguée, après, elle est inclus par contre ça dans c'est Nobel qui commercialise la chirurgie naviguée. Voilà, en fait, le X-Guide que moi j'utilise, c'est Nobel Biocare qui a la distribution exclusive. Donc tu peux poser n'importe quel type d'implant avec, mais quand tu l'achètes, a priori, tu vas être obligé d'acheter des implants Nobel. Ok. Et du coup, toi, après, tu poses quasiment plus que tes implants avec un guide ou avec la chirurgie naviguée? Je fais que de la chirurgie naviguée. En fait, en 2022, j'ai utilisé mon dernier guide. Je fais plus du tout de guide physique. Ah oui. Je fais que de la navigation et 100% des implants sont navigués. Et t'as jamais eu d'erreur entre la plateforme et la chirurgie naviguée et après toi ta technique? En fait, les erreurs que j'ai eues, c'était au départ, je pense, parce que j'ai sous-estimé l'information. Tu sais, moi, je viens de la chirurgie guidée statique et j'étais assez sûr de moi. Tu vois, j'avais fait 1500 guides, donc tu as un nouvel outil, tu dis, c'est bon, hein, on va pas se prendre la tête, ça va marcher ce truc. Et en fait, je me rappelle très bien, je fais la formation un lundi, mardi. Et j'ai ma première chirurgie avec le X-Guide le mercredi matin. Mais en fait, dans la formation, j'ai posé 2 implants sur mâchoire synthétique, ce qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Voilà. Et donc, la première chirurgie, c'était juste catastrophe, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi. Donc, soit après, là, tu as 2 options. Soit tu dis, c'est la machine le problème, soit tu dis, c'est moi le problème. Donc, moi, je suis parti du principe que c'était moi le problème. Et du coup, j'ai sorti la machine. On s'est entraîné sur des mâchoires synthétiques avec mon assistante Séverine. Et là, on a travaillé. Et puis, une fois qu'on avait compris comment ça marchait, on s'est dit, tiens, on va aller sur le patient, quoi. Et après, j'ai complètement switché entre statique et dynamique parce que... Quand tu dis statique, c'est le guide physique, pardon. Et juste si on peut redéfinir ce que c'est la chirurgie naviguée pour, pareil, les gens qui savent pas ce que c'est exactement. Et Alors aujourd'hui, en fait, on a deux types de situations. Quand on planifie un implant, après on veut mettre l'implant. Si on veut se faire aider, soit on a un guide physique qui se met sur les dents et on passe au travers par l'intermédiaire de notre douille, soit on a un guidage entre guillemets virtuel, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la chirurgie guidée statique ou la navigation. C'est-à-dire que moi, je viens positionner le forêt sur la mâchoire du patient. Et en fait, je regarde l'écran où il y a une cible et je viens viser la cible. En fait, moi, dans ces cas-là, je suis un vidéo gamer. Je suis plus du tout chirurgien parce que je viens viser la cible sur un écran. Donc, tu regardes que l'écran. Ah ouais, c'est quand même vidéo gamer.
Vidéo gamer. Après, il faut évidemment faire confiance à la machine. Parce que si t'as pas confiance à la machine, voilà, tu vas être perturbé. Mais c'est sûr que les 10 premières chirurgies, tu regardes, bon, t'es pas très à l'aise. Ouais. Et puis après, une fois que t'as compris que la machine était OK, nous, on a plus de 1300 chirurgies naviguées aujourd'hui. Bien sûr, je fais les checks de routine, mais je sais que ça va marcher, quoi. Donc, c'est vraiment rapide, quoi. Et en fait, j'ai fait ce saut-là parce que je trouve que la chirurgie guidée statique, tu as quand même quelques écueils non négligeables. Le premier, c'est l'accès postérieur, parce que quand tu veux faire 37 ou 47, très souvent, tu es embêté parce que les forêts, ils font plus 1 centimètre et c'est beaucoup. Tu as ce point-là. Le deuxième point, tu as entre la notion d'autonomie et d'ergonomie. C'est-à-dire que moi, quand je finis la planification, je l'envoie sur la machine, je peux commencer directement. Tandis que quand tu fais un guide, tu envoies ta planification pour que le guide soit designé, produit, envoyé, livré. Tu vois, tu as toute cette gestuelle-là, que là, on n'a plus du tout. Parce que quand je faisais plus de 150 guides par an, on avait 30 minutes, à peu près une demi-heure par semaine, où on checkait tous les guides de la semaine d'après, s'ils avaient bien été envoyés, reçus, bla. Donc on avait une liste comme ça, et puis on cochait au fur et à mesure. C'est un peu fastidieux, tu vois, et puis c'est pas noble, entre guillemets, voilà. Donc du coup, on est passé à la navigation, et ça, c'est vrai que c'est un côté intuitif, voilà, tu fais ta planif, tu lances dans la machine, tu peux aller faire. Ce qui fait que même des patients qui viennent de loin, certaines fois, on fait l'école digitale et on fait la chirurgie dans la foulée. Ce que tu peux pas faire avec le guide, parce qu'il faut produire le guide. C'est compliqué, ouais. Donc je trouve que c'est vraiment mieux. Et c'est plus simple en fait d'organisation, et je pense que c'est plus simple aussi pour les assistantes parce que du coup c'est la même cassette en fait, que tu fasses à la main ou naviguer. Bon, nous on fait que naviguer, mais c'est toujours la même cassette, alors qu'en chirurgie guidée statique tu as des cassettes adaptées à et donc ça veut dire qu'il faut des forêts adaptées à, faut machin, t'as toute une gestuelle, alors que là à la limite que je fasse freehand ou chirurgie naviguée, c'est la même cassette, les mêmes forêts, donc ça simplifie aussi le process, quoi. Et techniquement c'est quoi? C'est une salle où tu mets des caméras avec des... En fait, tu as une barre un peu comme un cialytique, un peu plus longue, et tu as des caméras en fait qui regardent, les trackers qui, un fixé sur le patient, un sur le contre-angle. Et ouais, ça tient à ça, tu vois, au-dessus de ta table pont. De toute façon, je mettrai des photos ou des vidéos, j'essaierai de demander et puis, ouais, carrément. Et puis, du coup, ça te regarde, et puis tu fais, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc là, maintenant, tu regardes l'écran et tu fais comme ça. Je joue aux jeux vidéo, moi. Ouais. C'est vachement mieux. Un grand enfant. Exactement. Non, mais en fait, et là, on peut arriver à des sujets qui vont t'intéresser, mais du coup, moi, quand je pose l'implant, je suis sur un sujet unique. Je suis focus sur un sujet unique. J'ai pas la salive, pas le saignement, pas la langue, pas machin. Mon job, là, à ce moment-là, c'est mettre l'implant plein cœur de cible pour un adulte. Et si tu veux performer, c'est bien d'avoir qu'un seul truc. Parce que si tu commences à écarter ton lambeau, à regarder la salive, à machin, et l'axe et le truc, c'est quand même complexe. Alors que là, moi, le moment où je pose l'implant dans la phase chirurgicale, c'est le moment où je suis le plus détendu. Parce qu'en fait, c'est un jeu vidéo. Donc en fait, la courbe quand même d'apprentissage, elle est quand même importante. Mais après, par contre, la précision, elle est... Je sais pas si elle est importante, parce que je pense que ça dépend de la génération. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tester le X-Guide à mes praticiens référents. Ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler en 3D, donc dans les scanners, tout ça, là, pour eux, c'est difficile parce que, tu vois, le rendu 3D, ils l'ont pas vraiment. Mais à l'époque, il y avait des jeunes praticiens, il y avait notamment Julien Gonzalez, je sais pas si tu connais, qui a testé. Qui a testé. En 2 minutes, il a posé un plan. Parce qu'en fait, une fois que tu es dans l'environnement 3D et que tu sais jouer aux jeux vidéo, je caricature un peu, mais... Ouais, je vois. C'est hyper simple. Donc je pense qu'il y a quand même un peu une rupture générationnelle quand même dans l'histoire, c'est-à-dire que toi, tu as l'habitude sur ton smartphone aussi de faire des trucs, machin, c'est forcément plus facile. Ouais, je vois. Quand moi j'ai des praticiens qui viennent et qui me disent je suis intéressé par le X-Guide mais je planifie pas, et puis que la première question qu'ils te posent, ils disent c'est quoi un clic droit, ça va être difficile, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, il y a une sorte d'environnement. Après, j'ai des praticiens, là, j'en ai formé là, il y a 3 mois, je te dirais. Donc, tu es formateur, du coup, Nobel pour le X-Guide. Ouais, on a certains cours en collaboration avec Nobel pour ça. Les 2 praticiens qui sont venus, ils avaient 60-62 ans, ils voient ça. Oh, génial, ça nous éclate, et on va finir notre carrière avec ça, trop bien. Ils ont acheté le truc, et là, ils m'envoient des messages, c'est génial. On s'amuse comme des petits fous, ça devient hyper bien. Parce qu'en fait, ça a pu pousser les indications. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient un peu bloqués. Mais du coup, l'implant, pas d'énergie à poser, c'est rapide, entre guillemets. Par contre, le conjonctif, ils se permettent de s'appliquer. Je vois. Donc, c'est une autre façon de voir, en fait, la chirurgie, d'organiser ça. Ton énergie, tu la mets vraiment sur d'autres endroits clés qui, au début, tu bâcles un peu moins, par exemple, tes sutures, quoi.
Bah, exactement, C'est l'aérogé, sûr. par exemple, les sutures sont importantes. Alors, Ouais, si bah tu as oui. posé tes 2 implants et tu veux faire l'aérogé autour, mais que tu es cramé à la fin de tes C'est 2 ça. implants, ta suture va pas être bonne et puis tu as une explo et puis après c'est cata. Et donc, en Ouais. fait, c'est un peu comme ça qu'on envisage le truc. C'est-à-dire que cet outil-là, pour moi, me permet d'être à 60 de concentration quand je pose l'implant. Voilà, tranquille, tu vois, tu pas voilà. Ouais. Et quand j'ai fini ça, si je fais une ROG derrière, là, on remonte à 100 parce qu'on a besoin. Parce que c'est quand même compliqué d'être à 100 de concentration tout le Bah, temps. ouais. C'est C'est long, en même, plus. c'est lourd, c'est même probablement pas faisable, en fait, d'être tout le temps tout bien. Donc, en fait, ça permet de naviguer comme ça. Et ça, c'est un petit sujet qu'on avait développé avec, qu'on a développé avec Steph. Steph qui est devenu un copain. Stéphane Brognard, c'est un ultra trailer au départ. Qui est devenu coach, aventurier, etc. Et en fait, il m'a encadré sur de la préparation mentale pendant un moment. Ok. Et Pour le cabinet ou pour aussi alors, le trail? il m'a encadré au début pour le physique, pour le trail. Mais j'ai pas besoin de préparation mentale en trail parce que ça changera pas mes résultats, tu vois. Voilà. Non, mais il faut être lucide. Hein. Ma carrière est largement derrière moi, si tant est que j'ai eu une carrière en trail. Mais bon, il y avait 2-3 clés intéressantes. Et puis, je lui ai dit un jour, tiens, j'aimerais bien travailler avec toi sur la préparation mentale du chirurgien dentiste. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu arrives à comprendre que tu peux pas être à bloc tout le temps, mentalement, hein, parce que sinon, tu te prends des pressions Ouais. sur les épaules. Et donc, en fait, il faut arriver à déjà organiser une activité qui soit pas tout le temps tu vois, en prise, là, comme ça. Et puis, quand tu as des chirurgies, par exemple, là, tu vois, ce matin, on a fait un full arch. On a mis 1h15, mais pendant 20 minutes, je crois que c'est la pause d'implant, mais pendant ces 20 minutes-là, moi, Ouais, c'est ton tranquille, moment c'est tranquille. Ouais, faible du... ouais, et tu regardes l'écran, tu fais tes 6 implants, voilà. Après, quand tu dois faire la photogrammétrie, tout ça, tu vérifies que tout soit bien, tu vérifies les trucs, tu fais des sutures, voilà. Mais avant, pas besoin de consommer d'énergie. Donc, c'est comme ça qu'on a construit un peu l'activité avec Steph. Quoi. Ok. Voilà. La photogrammétrie, c'est... parce que je regarde un peu tes stories, c'est les espèces de dés qui ressemblent à des dés, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu peux en parler un peu, parce que c'est joli sur les stories, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, moi, j'adore les photos, elles sont magnifiques. Tu vois, c'est un truc hyper documentable, ça. Alors, la photogrammétrie, en fait, c'est pas nouveau, en fait. C'est même pas nouveau en dentisterie, parce qu'on l'utilise depuis 91 en dentisterie, 1991, donc on peut dire que c'est beaucoup. Mais en fait, la photogrammétrie, ça a été inventé par un Français, Aimé Losada, et en 1841, il décide de tracer le 1841. Ouais. Il décide de tracer le château de Vincennes en 3D. Ok. Ouais, tu vois, il y avait des mecs à l'époque, ça gambergeait dur quand même. Et à l'époque, il avait, on va dire, l'ancêtre de l'appareil photo. Et puis, du coup, il a fait différentes prises de vue, en fait, qu'il a réussi à superposer. Il a réussi à dessiner avec ça à cote réelle, à mesure exacte. Et puis, bon, après, ça s'est numérisé, enfin, ça s'est amélioré avec l'appareil photo, ça s'est numérisé, etc. Et la première introduction de la photogrammétrie en dentisterie, c'est 1991, où Thorsten Niemt, qui était le patron de la Brandmark Clinic à Göteborg, la partie prothèse, évaluait la passivité des armatures avec ça. D'accord ? La passivité, c'est quoi ? L'adaptation okay. des armatures, des bridges sur les implants. Okay. Et on a commencé à utiliser ça comme ça, mais c'était plutôt en back-office, quoi. Nous, on s'en fichait complètement. Et c'est arrivé en dentisterie, notamment parce que quand on fait un bridge sur un plan, comme il n'y a pas de ligament autour, il faut être tout pile ou t'es pas. En fait, c'est soit t'es pas. C'est un peu le problème de pour l'adaptation de la prothèse. Ouais. Et donc, du coup, on s'est aperçu que l'empreinte optique, dans la technologie et la configuration actuelle, avec le stitching de photos, donc le collage de photos, n'était pas... Le stitching, c'est quoi ? Le stitching, c'est quand tu viens coller tes photos bord à bord, en fait. En numérique, tu veux dire ? En numérique, ok. Ouais. Il y a une petite déformation, c'est ça ? Ouais, voilà, une petite déformation. Alors, sur le dentaire, ça se supporte très bien, parce qu'en fait, tu as le ligament qui vient, tu vois, hop, et ça supporte, mais en implanto, ça supporte moins. Et donc, du coup, on a des insuffisances. Alors, je ne saurais pas te dire exactement, mais est-ce que tu peux traiter avec ta caméra optique 80% des full arch, c'est possible, ou 60%, 70%, j'en sais rien. Et tu as toujours une erreur, quoi. Ouais, un pourcentage d'erreur quand même. Particulièrement la mandibule. Parce que la mandibule, tu n'as pas de crête au maxillaire, tu as le palais, donc ça peut arriver à ce... Voilà. Mais c'est quand même délicat. Et donc, du coup, la photogrammétrie, en fait, elle t'enregistre la position spatiale 3D des implants.
Elle t'enregistre que ça, entre guillemets. Ouais. Donc, il faut quand même que cette position spatiale 3D des implants, tu les remettes après dans une empreinte optique, en fait. Où là, tu as les tissus mous, tu as la relation intermaxillaire, tu as tout ça. Donc, c'est juste ce maillon-là qu'on vient réimplémenter dans la... Tu l'enregistres comment, ça? Alors, la photogrammétrie, tu as les petits dés que tu as vus, Ouais. d'accord? Et on a un dispositif genre appareil photo de plongée, quoi. Ouais, je vois. Tu as 2 caméras comme ça, tu as 2 poignées, tu as 4 caméras à l'intérieur, et en fait, tu viens photographier les C'est dominos. comme une empreinte optique. Alors, c'est pas pareil parce qu'en fait, les photos sont superposables à 2 tiers et avec une angulation prédéterminée. C'est-à-dire que c'est pas du bord à bord où tu peux avoir une déviation, puisque là, tu as au moins 2 tiers de la photo qui vient se superposer pour être sûr qu'il n'y ait pas de déviation. Ok. Donc, c'est en ça que c'est très précis. Et ce qui est assez bluffant, c'est que du coup, au début, j'ai utilisé, tu vois, j'étais un peu, je continuais mon empreinte au plâtre, tu vois. Je me dis, voilà. Parce que quand tu fais des barres, quand tu fais des armatures zircone complètes, tu dis, bon, j'aimerais bien que ça casse pas. Donc, la photogrammétrie, oui, ça a l'air de marcher, mais bon, j'hésite, quoi. Et Juste pour revenir dans le parcours patient, là, c'est après que tu aies posé les implants. Là, la photogrammétrie, c'est après. Comme ça, on a fait tout le déroulé numérique. Donc, on utilise la photogrammétrie en fin de chirurgie et pour la prothèse définitive. Et en fait, on s'est aperçu... Pour le bridge provisoire aussi. Ouais, pour le bridge provisoire et le bridge définitif. Les deux. Ouais, les deux. Tu remets à chaque fois les dés dessus, ok. Ouais. Parce que quand tu viens serrer ton pilier, qui est la pièce intermédiaire entre l'implant et la prothèse, s'il n'est pas serré à fond, il va se tasser. Donc, tu es obligé de réenregistrer. En fait, ça. Et en fait, au début, j'ai pas commencé en chirurgie, tu vois, la photogrammétrie, parce que je me suis bon. Ouais. Chirurgie, on va garder le protocole qui marche bien, voilà. Et on a commencé sur les définitifs, donc avec des armatures zircone et tout. Puis tu vois, tu vises tout nickel, t'entends rien, tu sens rien. Tu dis c'est coup de chance, c'est la première fois, tu vois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu dis, ah là, il n'y a plus de chance, c'est pas possible, quoi. Donc après, on l'a basculé en chirurgie, puis après, tu vois, ce matin, on avait 7 implants. Le bridge, il vient se visser parfaitement de partout. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout, boum, terminé. Et donc ça nous a vraiment changé la vie dans la prédictibilité du flux digital. Donc ça, c'est important. Il y a quoi d'autre après, du coup donc là, t'envoies après cette empreinte au prothésiste, il te fait ton bridge provisoire. Parfois dans la journée. Alors tout le temps, nous les patients, ils ressortent jamais sans dents chez nous. Ouais. Et encore plus avec le flux numérique. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on opère à 8 heures les édentés complets ou les futurs édentés complets. Et globalement, entre 9h15 et 9h30, on a fini. Partie chirurgie. Partie chirurgie. Tout. Donc 1h30 pour tout faire. Ouais. Donc tout faire, c'est mettre les vis pour la calibration de la machine, calibrer la machine, après faire les extractions nécessaires, mettre les implants, les piliers. C'est quand même rapide. Bah oui, pour les patients, oui. Ouais. Tu vois, voilà. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai démarré, je leur disais est-ce que la chirurgie durera 2-3 heures puis ça durera un peu plus, tu vois. 1h30, nous on a fini la chirurgie et globalement après le laboratoire, moi je travaille avec Philippe Buisson là, qui est pré-retraité entre guillemets parce qu'il travaille plus que pour moi et Marie. Il met 1h30 pour sortir le bridge, donc en fait avant midi le patient il est rentré chez lui. Ok. Alors qu'avant je l'ai gardé dans la salle de repos jusqu'à 17-18h parce qu'on faisait tout à la main, on injectait la résine, enfin, c'était même pour les labos c'était fastidieux. Et là c'est du coup avant midi ils sont partis, donc en fait tu demandes aux patients s'ils ont une matinée à t'accorder quoi. Ouais, c'est clair. Quand même cool. Ouais, vraiment. Une journée c'est un peu différent, mais ça restait qu'une journée. Mais là une demi-journée c'est vraiment cool pour les patients quoi. Et là ton bridge provisoire en plus souvent il est bien du coup avec la technique comme tu as expliqué. Ouais, alors il est bien. Le bridge provisoire, il est bien parce que, en termes de résultats, notamment parce que dans le clone digital, à ce moment-là, on fait du smile design. Donc, avec un Keynote ou un PowerPoint, on vient dessiner toutes les indications qu'on donne aux prothésistes. Tu le fais en plus quand même de la plateforme. Oui. Que t'expliquais. Oui, parce que là, pour l'instant, le smile design automatique pour l'édenté complet, il est coup-ci, coup-ça. Ah ouais, il est amélioré, quoi. Oui, mais ce qui est normal, mais il est amélioré, notamment pour le plan de référentiel d'occlusion. Ok. Mais ça, c'est à partir du moment où on a identifié les manques, après ça va se faire, mais c'est un peu long, quoi. Ouais. Et donc je fais quand même ce smile design qui est finalement ma fiche laboratoire de préconisation au labo. Je sais pas moi, rallonger les dents de 1 mm, voilà, 0,5 là, 0,5 là. Et du coup, il te fait le wax-up de ça. Donc toi, tu planifies en fonction de ça. Et à la fin, il te remet un bridge comme ça, provisoire comme ça. Parce que, en fait, moi, ce qui a changé en prédictibilité, bien évidemment, la chirurgie guidée au sens large, statique ou dynamique, peu importe, ça a changé parce que tu es au bon endroit. Mais c'est surtout aussi le smile design, c'est-à-dire que il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, notamment à côté de Paris, on n'avait pas le smile design, donc tu extrais les derniers dents du patient, bon, qui sont pas terribles, tu vois, comme ça. Tu mets le bridge, et puis tu dis,
c'est quand même pas foufou ce qu'on a fait. Tu te dis, bon, voilà, un décalage. Tu remolles de partout. Voilà, tu te dis, bon, ouais, on n'a pas été très bon. Mais ça, c'est parce qu'on donnait pas assez d'informations au laboratoire, en fait. Et le smile design, moi, m'a permis de cadrer la quantité d'informations que je donne au labo. Et entre guillemets, il peut pas se tromper. Ce qui fait que quand on visite les bridge quasars, pour nous, c'est même plus un stress parce qu'en fait, on sait que c'est bien. Tu sais que enfin, on sait même que c'est très bien. Et ça m'a pris juste 10 minutes de faire un smile design. Tu vois, sur des traitements de full arch, tu peux prendre 10 minutes de ton temps pour arriver, tu vois. Et après, tu fais ta fiche à bout, et là, tu n'as plus de stress. Mais ça veut dire que l'occlusion est bien aussi, enfin, tout est bien. Donc, en fait, là, on a vissé le bridge quasar, les labos qui étaient là pour notre cours qu'on a aujourd'hui. Ils disent, oh, c'est incroyable. Peut-être, mais pour nous, tu vois, comme tu as tout fait un process, bah, c'est la norme. En fait, chaque étape est optimisée, quoi. Ouais. Et puis avec un vrai process qualité, tu vois, pour tac, ça marche, ça marche pas. Il y a des fois, on a fait des choses, maintenant on l'utilise plus ou on fait plus parce qu'on a trouvé mieux ou alors c'était pas bien, tu vois. Et on n'hésite pas à remettre en question le process, quoi. Et l'après-midi, du coup, là, matin, tu fais ça et l'après-midi, tu te remets une chirurgie ou non, c'est quand même plus tranquille? Consulte, ouais. Consulte et contrôle. En général, quand je fais un full arch, j'en fais un dans la matinée et je fais pas d'autres chirurgies. Alors, je peux faire une 46, par exemple. Tu vois. Ouais, ok. Voilà, mais quand je fais full arch, en général, c'est une. Et sinon, les autres jours, c'est entre 3 et 5 chirurgies. Ça dépend le type de chirurgie. Ouais, je vois, ok. Ça dépend le type de chirurgie et le type de patient. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de voir la consommation d'énergie. C'est-à-dire que par exemple. Et ça, tu le définis avec un questionnaire préalable pour. Non, c'est moi, je sais quelle quantité d'énergie. Bah, une incisive centrale, c'est un peu d'énergie. Mais quand je te dis c'est une incisive centrale de dentiste, c'est un peu plus d'énergie. Tu vois, en fin d'année, on en a fait pas mal d'incisives centrales de dentiste. Et ça, je sais que pour moi, je vais taper un peu plus parce que tu es encore plus concentré, machin. Ouais. Donc après, il me faut des trucs plus slow, quoi, plus tranquilles. Ouais, je vois. Voilà. Et ça, tu le définis quand même au préalable. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait. Plus de temps, du coup, aussi. D'explication ou de... Ouais, parce que les dentistes, effectivement, nécessitent plus d'explications. C'est sûr. Bah, parce qu'ils veulent plus dans la technique. Tu vois, bah donc, oui. Voilà. Donc, ça prend un peu plus de temps. Et puis, il y a, je pense, tu vois, souvent, les centrales, c'est des jeunes patients, quand même. Il y a tant de dentistes que ça qui se cassent les dents de devant. Bah, écoute, il y en a quelques-uns. Là, je t'avoue que de octobre à décembre l'année dernière, on en a fait pas mal. On en a fait 5 dentistes comme ça. C'est un management un peu différent. C'est comme ça, ça fait partie du truc. Et on devient prédictible sur ce type de traitement-là avec tout ce que je t'ai dit. Donc, pour moi, voilà. Mais c'est juste que je sais que moi, ça va me prendre un peu plus d'énergie parce qu'il y a un environnement qui est particulier. Ouais. Et tu vois, par exemple, les dentés complètes ce matin, tu vois, c'est un monsieur, il a presque 70 ans, il est dans un calme, tu vois. Ouais. Bah, en fait, ça m'a pas coûté d'énergie du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il était en auto-méditation, enfin, tu vois. Ouais, il ouvre parfaitement, l'anesthésie prend bien, tout est nickel. Ouais. Mais les planètes s'alignent parce que le patient aussi est aligné avec toi, ce que tu lui as dit avant. Et bon, c'est hyper. D'ailleurs, quand tu fais comme ça des cas que tu présentes, tu choisis quand même tes patients en fonction de l'énergie. Ouais, quand on fait de la chirurgie live, en fait, je choisis Alors, déjà, je demande aux patients s'ils acceptent d'être filmés parce que, voilà, même si c'est qu'à l'intérieur de la bouche, il y en a qui me disent non, et ça me pose pas de soucis, je peux tout à fait comprendre. Et après, je choisis un peu parce qu'il y a des patients qui sont impatients, tu vois. Donc c'est pas forcément. Il faut que l'expérience soit bonne quand même pour tout le monde. Je choisis pour que ce soit confortable. Faut pas que ce soit ni pour moi, ni pour le staff, ni pour le patient un truc, tu vois. Et tu prends des cas exprès où tu sais que tu vas réussir ou tu te dis de toute façon comme ton protocole il est carré. Non, je choisis pas peur de. Sur l'indication, je choisis pas technique. Ouais, voilà, technique. Donc, full arch, tu peux prendre n'importe lequel, je m'en fiche. Ouais, tu peux prendre n'importe lequel en live, T'as pas on a un prochain cas, je sais qu'il va être un peu dur, je crois que c'est le 9 mars. Il y a des dents à extraire comme d'hab, mais il y a 2 implants aussi à enlever. Après, il faut que je repose 6 implants. Ouais, je sais que c'est un peu technique. Ouais. Voilà, je vais me caler dans le protocole, en fait. Boum, boum, boum. Puis, voilà. Après, ce qui m'inquiétait plus, c'est si le patient était stressé, tu vois. S'il stresse avec un truc, et puis du direct, tu commences à empiler les couches, tu fais tout pour que ça sorte. Donc là, le patient est hyper content qu'on le traite là, machin. Il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais, techniquement, en fait, c'est pas ça qui te dérange, c'est plutôt l'à côté, on va dire, qui peut être dérangeant. Bah, parce que les patients, ils nous confient leur bouche et leur sourire, de temps en temps, tu vois, tu sens que c'est pour eux, c'est un vrai truc, tu vois. Bah oui. Donc, ils appréhendent, mais ce que je comprends, hein, mais il y en a qui appréhendent vraiment fort, et du coup, tu dis, bon, pas la peine de lui en rajouter. Parce que je me souviendrai toujours d'un copain de mon papa que j'ai opéré comme ça.
Et à la fin de l'intervention, il me dit ça va, j'ai ouvert assez grand, je me suis appliqué pour la caméra. Et là, tu te dis, tu vois, l'image qui s'en font. Donc maintenant, on essaie vraiment d'être slow là-dessus parce que des fois, et c'est pire parce que quand ils essaient de faire bien, tu vois, il dit j'ai essayé de pousser la langue d'un côté, mais toi, c'est pire. Parce que c'est pire. Donc voilà, mais c'est intéressant de discuter avec ces gens-là avec qui t'as pas de filtre, parce que du coup, tu te rends compte de la perception. Donc voilà, il faut juste que ce soit une bonne expérience pour tout le monde. Surtout, c'est pas... Et techniquement, du coup, au début, tu disais que tu avais eu quelques écueils, etc. Est-ce que tu as des exemples en tête ou des cas Ouais, je pense que sur la navigation, donc la chirurgie naviguée, les quelques écueils que j'ai eus qui ont été mineurs, c'est d'avoir sous-estimé la machine, de m'être sous-formé en fait. Et la première chirurgie, tu vois, faire extraction implantation secteur 2, donc à main inverse, machin, c'était pas raisonnable de ma part, tu vois, c'est moi qui n'avais pas posé les bonnes indications. Et après, la machine, elle fait ce que tu lui dis de faire, hein, finalement, parce que tu as planifié, machin. Et après, il faut avoir les bons outils, les bons instruments, mais c'est vrai que... Alors moi, j'ai pas été le premier Français à l'avoir, cette machine-là, j'ai été le premier Français à l'avoir sous la version Nobel, donc X-Guide, parce qu'il y a un praticien à Toulouse qui l'a depuis un moment, et donc du coup, il n'y avait pas de formation du coup. Tu vois, on m'a formé, en fait, c'est un technico-commercial qui m'a formé, et je trouve que la formation par un mec qui utilise, c'est quand même mieux, tu vois, quel que soit l'outil, donc voilà. Et donc du coup, il y a un peu de défaut là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décide de faire la formation là-dessus, parce que quand tu as ce genre d'expérience, c'est pas très confortable et tu dis tiens, c'est bien si mes confrères ils avaient pas cette expérience-là. Donc dans les cours que je peux faire, divers ou variés, je mets toujours en avant les écueils possibles, les problèmes possibles. Mais moi je trouve que la navigation, j'ai pas eu de gros bugs, tu vois, j'ai eu des petits trucs, machin. Contrairement à la statique où j'ai eu des fois des gros bugs et à poser le guide et à dire je finis lent, quoi. Ah ouais. Ce qui n'est pas la même géométrie, parce que quand tu poses ton guide, que tu as pris du temps à faire, que tu as payé ma main, et que tu te retrouves à la main, c'est pas pareil. Tu n'as pas le même sentiment, tu vois. Tu te dis, bah, j'ai fait un truc, mais il ne sert pas, et je reprends la main. Donc, du coup, là, tu es en prep mentale, tu es déséquilibré, là. Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est défaut, et toi, il faut que tu remènes par-dessus pour arriver. Ouais, je vois. Et tu as un déséquilibre qui se crée qui n'est pas forcément confortable. En tout cas, il faut être capable de l'absorber pour arriver. Alors que la navigation, en fait, j'ai toujours pu faire la navigation. Et un jeune qui commence, tu conseillerais quand même d'abord de poser des implants en direct, de s'entraîner pendant ton implant, on va dire, je sais pas. Tu m'avais dit que tu me poserais des questions compliquées. Tu me l'avais dit. Non, c'est un peu polémique comme question, ça. Non, mais je suis très honnête. Je pense qu'incision et décollement, c'est un autre sujet. D'accord. C'est-à-dire que très souvent, la navigation, on est apparenté à sans lambeaux. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, toutes mes chirurgies, je fais des lambeaux. Petits, grands, moyens, peu importe, mais je fais des lambeaux. Donc, je pense que si la personne qui démarre l'implantologie sait gérer incision-décollement, je lui dis, achète le X-Guide parce qu'en fait, ça va aller vite, quoi. Surtout la jeune génération. Moi, j'ai formé un praticien là, qui est à côté qui est en Drôme-Ardèche, là, plus le nom du village, mais peu importe. Il a démarré l'implantologie, il a fait la formation initiale chez moi. Il m'a dit, écoute, si j'ai suivi ta formation, j'adhère au concept, machin et tout, donc je vais démarrer même implant que toi, et puis je vais acheter le X-Guide. Le mec, tu dis, quand même, tu dis solide, parce que, non, mais tu démarres, il se met de l'investissement, tu vois. Ouais, je me dis, bah, il veut faire bien, quoi. En tout cas, voilà, il va se donner les moyens de bien faire. Il est tout seul dans son cabinet, il est ici. Première année, il pose plus de 80 implants. Mais il me dit clairement, au bout d'un an, il me dit, j'aurais jamais pensé faire ça, mais il me dit, la machine, en fait, m'a donné de la confiance, que je manquais parce que tel ou tel truc. Il me dit, incision décollement, voilà, il avait appris, il avait fait les TP de suture avec nous, etc. Il me dit, mais finalement, la position de l'implant donnée par la machine, il utilise l'implant où il y a un protocole de forage assez clair et précis, donc en fait, il me dit, c'était presque facile. Ouais. Donc, j'ai quand même vu à un moment donné, si tu veux, comment extraction, implantation, je lui dis, fais attention, là, à mon avis, tu es en train d'aller un peu plus vite dans l'indication. Mais la machine, en fait, l'aide à performer sur des situations où il aurait moins performé. Donc, en fait, pour lui, ça a été un déclencheur de faire mieux, quoi. Donc, moi, quand je vois cet exemple-là de Fabien, je suis fan, quoi. Tu vois, je me dis, ma formation a été utile et les outils sont utiles pour développer le truc, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est top. Mais par contre, au début, quand même, gérer les tissus. Si tu sais pas inciser décoller, tout devient compliqué, tu vois. Et voilà, parce que après, Fabien, il a fait, mais je lui avais dit, tu utilises la machine sur des mâchoires synthétiques avant.
tu t'entraînes pour qu'après, le jour J, incision décollement, tu sais déjà faire parce que tu as fait, je sais pas, de la muco, des dents de sagesse, machin, etc. Utiliser la machine en bouche, il savait un peu déjà tout maîtriser temps par temps. Il a juste Ouais, que réuni à tu un la moment découvres donné. pas. Ouais, tu la découvres pas Quand tu en... découvres en direct, en général, ça Ouais, se c'est passe clair. mal. Non, bah oui, Voilà. c'est pour tout ça. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais. Et si dans ta carrière, tu avais un cas vraiment compliqué à nous raconter, ce serait quoi que tu as réussi après à gérer ou pas, hein? Je pense que, alors il me vient en tête parce que j'en parle souvent en conférence, en fait, hein, c'est pour ça, mais je pense que c'est difficile et je m'en souviens aussi parce que c'était un guide à appui muqueux et donc sur l'édenté complet. Et la muqueuse était assez dépressible. Donc mon guide était précis comme la dépressibilité de la muqueuse. Donc c'est-à-dire pas. Et je sens bien que pendant l'intervention, tu vois, je mets les implants, je me dis, tu dois pas être full bone, quoi. Tu vois, je sens bien qu'il y a un truc qui se passe, mais tu fais comme ça, quoi. Voilà. Et je suis pas convaincu de ce que je fais, et en même temps, je me dis, j'ai quand même de la stabilité, tu vois. Bon, 40 newtons, 30 newtons, bon, tu te dis, bon, voilà. Ça tenait quand même à... Ouais. Et du coup, j'ouvre un peu, tu vois, juste cristal pour voir, et puis, oh non, ça a l'air d'aller et tout ça, mais au fond de moi, j'avais un truc qui me disait, c'est pas OK. Et 15 jours après, je vois pas des poses de suture. Le bridge bougeait. C'était pas le bridge dévissé, le bridge revient, c'était le bridge et les implants qui bougeaient. Donc le bridge, il bougeait comme ça sans l'avoir dévissé, quoi. Ouais. Donc j'ai enlevé le bridge et j'ai enlevé 4 implants sur les 6. Voilà. Mais ça, c'est une erreur de protocole de ma part, ça, que j'ai pas. D'abord, c'était pas la bonne indication, clairement. Et puis après, le protocole, j'avais un peu galvaudé l'histoire, donc voilà. Donc je pense que c'est ça, mais probablement parce que je m'en veux un peu, beaucoup même, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu détecter le truc un peu compliqué et me dire, là, il faut passer à appui osseux, et puis après, d'avoir un peu galvaudé le protocole, tu vois. Ça, En c'est soi, il n'y a peu... pas eu vraiment de préjudice Non, pour le patient, quoi. non, parce qu'en fait, on lui a remis sa prothèse amovible. Voilà. Un mois après, je lui ai reposé des implants à la main cette fois-ci. Voilà, parce que et puis après, ça s'est passé. Mais Voilà. tu te dis, c'est dommage, parce que j'aurais fait un guide appui osseux, j'aurais pas eu ce problème-là. Ouais. Parce que, en fait, j'aurais pas eu la dépressibilité muqueuse, mais de temps en temps, tu prends des décisions où, là, à l'époque, peut-être un peu excès de confiance, tu vois, en disant tac, et puis c'était pas la bonne décision, quoi. Voilà. Et avec la chaire naviguée, tu penses que ça pourrait arriver des excès de confiance un peu comme ça ou... Eh ben écoute, là j'en ai fait plus de 1300 et j'ai pas de souvenir, tu vois, de trucs. Ou vraiment le logiciel il a vraiment buggé ou En fait, le seul. aucun rapport entre la Alors, planif aucun et rapport, ça peut arriver si le dispositif pendant le scanner n'est pas dans la même position que le scanner, tu vois, pendant la chirurgie. Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas assez appuyé le jour de la chirurgie. Donc, mais tu le vois, c'est-à-dire qu'en fait, ton forain, toi, tu touches la dent et sur l'écran, tu es à 1 cm. C'est ce delta-là, quoi. Donc, c'est pas. Voilà. Donc là, tu te dis, bah, j'ai mal appuyé, boum, tu le mets et puis après, c'est bon. Mais c'est seul ça qu'on a fait. Hein. Il n'y a pas, franchement, pas d'autre chose. Je trouve ça plutôt safe, tu vois, de pas. Après 1300 chirurgies naviguées, de se dire ça, de se dire finalement, il n'est pas arrivé grand-chose de catastrophique. Au pire, tu touches les dents d'à côté pour vérifier, tu enfonces ton clip là. Alors que la chirurgie guidée statique, comme je te dis, 37-47, bah, des fois tu passes pas, tu le mets sur la table. Des fois, il y a eu de la casse ou de la fêlure. Enfin, tu vois, les douilles. Tu vois, c'est plus complexe. Quand même. C'est plus complexe. Je trouve que c'est plus complexe. Ouais, je vois. Et puis, ça fait faire des lambeaux plus grands. Parce qu'en fait, comme tu veux garder ta gencive, tu vas vouloir récliner ton lambeau assez fort pour passer par-dessus le guide. Alors que là, la navigation, tu fais juste une incision arciforme, et puis des fois, je fais 4 mm d'incision, et ça suffit, j'ai juste poussé les tissus. Je vois. Donc c'est quand même plus cool, je pense. Et juste pour revenir, du coup, au niveau organisation, parce qu'après tes 2 ans, du coup, d'arrêt à la fac, on revient, du coup... donc, cabinet, les enfants, en bas âge. Bah, ils ont grandi depuis là. Un jour, ça grandit quand même. Ouais, bah oui, heureusement. Comment t'as géré tout ça? Est-ce que ça a été difficile? Alors, du coup, les 2 ans de pause de fac m'ont fait du bien parce que j'ai eu le temps d'atterrir le cabinet, j'ai eu le temps de m'occuper de mes enfants mais aussi de ma famille avec Marie de façon plus large. Et donc, quand je prends ma dispo, donc 2022-24, je t'ai dit, donc ils ont 2, 4 et 6 ans. Donc, 2, 4, 6 ans, voilà. Tu peux, 2, 4 et 5, pardon, 2, 4 et 5. Tu prends un peu la charge, parce qu'il y a une autonomie modérée, on va dire. Donc du coup, faut être sur les 3. Voilà, c'était beaucoup d'orgas, surtout qu'on avait Basile, donc mon fils cadet, qui a fait des terreurs nocturnes de l'âge de 2 à 4 ans.
Et ça c'est complexe. C'était... Les terrains nocturnes, Basile, il nous a fait ça. Donc, c'est 6 à 10 fois par nuit, il se réveillait avec des crises de 20 minutes. Et puis, tu sais, comme maintenant, on est dans la bienveillance, on te dit qu'il faut t'asseoir à côté de lui et puis attendre que ça passe, parce qu'il ne faut pas le réveiller. il était encore endormi. Ouais, en fait, il était en somnambulisme, en fait. Ouais, pas vraiment, parce qu'en fait, juste, entre guillemets, il pleure et il hurle dans son lit, quoi, tu vois. Ah ouais. Et donc toi après tu vas te recoucher, mais t'as eu la sirène pendant 20 minutes, donc tu te recouches plus, quoi. Tu te recouches, tu fermes les yeux, c'est reparti, enfin tu vois, donc c'était assez complexe. Donc j'étais quand même, enfin on était fatigué avec Marie. Quand tu dors 2 heures par nuit, tu vois, au bout d'un moment c'est compliqué. T'es à cran, quoi. Ah ouais, complet, hein. Ouais. Je peux te dire que... moi j'ai connu ça un peu. c'est complexe et du coup là j'arrivais un peu au bout du système, donc du coup j'ai fait 2 ans où Basile en plus s'est mis à dormir, donc tout allait mieux. J'ai fini de faire le cabinet et tout ça. Maintenant les enfants, donc Oscar, Basile et Jeanne sont plus grands, 8, 7 et 5, donc tu changes quand même de géométrie. Tu changes de géométrie, mais il faut quand même être là pour t'en occuper parce qu'ils ont d'autres besoins, donc j'essaie d'être là aussi pour eux. Donc mais là ça va mieux quand même. Parce que là sommeil, tu peux les amener un peu plus peut-être en conférence, en déplacement ou ouais, alors comment tu gères ça aussi, parce que alors on a la chance avec Marie d'être quand même bien entouré, donc on a une nounou qui nous aide pas mal, mais j'ai déjà emmené Oscar et Basile donc en conférence, c'était à Colmar là. Donc je les ai emmenés, c'est rigolo et moi ça me fait rire parce que si tu veux des fois je regarde des trucs et puis tu vois ils me voient à la télé. Tu vois, comme si je regarde ton podcast, par exemple, oh papa, t'es à la télé, c'est incroyable. Alors, c'est un côté vraiment drôle. Et c'était il y a 2 ans, je faisais une conférence pour Nobel, donc leur symposium international. Et on était sur scène avec Alessandro Pozzi, qui est un Italien, et puis Armando Lopez, qui est un Portugais. Et en fait, ils avaient fait un générique d'intro, on était dans un vaisseau spatial, tu vois. Comme ça. Et mes enfants étaient persuadés que j'étais allé à la conférence en vaisseau spatial. ce teaser, ouais. Et donc du coup, parce que du coup, pendant un moment, ils ont cru que j'étais vraiment monté dans le vaisseau. Et donc c'est rigolo parce que j'essaie de temps en temps, tu vois, d'emmener comme ça, quand on peut mixer les deux. Et c'était vraiment drôle parce qu'ils ont cru pendant des semaines que j'étais monté dans le vaisseau spatial, ce que je ne démentais pas, tu vois, forcément, parce que ça me donnait quand même un air vraiment aventurier. Et donc voilà, et là à Vegas, on a fait à Las Vegas la conférence en mai, ils ont repris le générique un peu comme ça, donc ils ont revu le truc et ils trouvent ça incroyable. Là tu les as amenés à Vegas du coup? Non, je les ai pas emmenés à Vegas parce qu'il y a décalage horaire. Ouais, c'est chaud, un peu chaud, et en fait quand je les amène, il faut que ce soit vacances scolaires et tout ça. Ouais, c'est vrai que donc, oui, maintenant ils sont à l'école, On a pas mal de copains à La Réunion, on a fait pas mal de conférences avec Marie là-bas. Souvent on les a emmenés. Eux, ils vont pas forcément à la conf dans ces cas-là, mais la plage est sympa, La Réunion. Donc voilà. Et donc là, voilà, et là il est possible que je les emmène sur des trucs, faut voir. Mais maintenant, ça devient plus difficile parce qu'ils ont l'école. Vous faites pas trop sauter l'école ou ponctuellement, quoi? En fait, quand c'est la maternelle, ça n'a pas trop de conséquences. Voilà, pas du tout même, je te dirais. Hormis leur apprendre un certain cadre et rigueur quand même. Parce que commence à faire sauter tout le temps, ils vont se dire bon l'école. Et puis là, C1, CE2, ça commence à être un peu plus. Voilà, c'est-à-dire que. C'est compliqué. Là, il y a par exemple Oscar, donc le plus grand, a été malade une journée. Il se prend la salve à rattraper après derrière, mais si lui se la prend, toi tu te la prends aussi en fait. Ouais, c'est clair. Donc tu te dis bon, on va pas trop faire sauter en fait. Voilà. Et t'arrives quand même à t'entraîner avec tout ça? Parce que tu disais que tu faisais du trail pas mal. Ouais, j'ai fait pas mal de trail. Maintenant je suis plus en rando trail parce que peut-être l'âge et tout ça, mais puis je suis moins attiré par les dossards, tu vois, je suis moins donc jusqu'à l'année dernière, je vais dire, j'ai fait beaucoup de rando trail. Trail rando après avec Steph. C'est Steph qui a un peu changé aussi mon activité, parce que l'âge, parce que toutes les heures de travail que j'ai, les enfants. Steph, c'est le coach qui t'a aidé pour la prep mentale et tout ça. Et donc on a un peu dérivé rando trail. Donc rando trail, en fait, si tu veux, on se fait des petits blocs avec Steph, on part 3-4 jours, et puis on se fait entre 40 et 50 km jour avec 3-4 000 de D+, on dort tranquille en refuge, et puis après on se fait mais sans forcément courir à bloc, tu vois, on aime bien. Après, quand tu rentres de 3-4 jours comme ça, t'es quand même bien dégommé quand même. Donc il faut que je m'entraîne pour ça.
Là, j'avais Toute la semaine, t'arrives à t'entraîner? Ouais, je fais entre 3 et 4 entraînements par semaine. Ah, quand même, hein. Ouais. Donc... Sortie longue, du coup, en plus. Trail, c'est sortie longue, surtout. Ouais, alors ça, c'est le souci de la sortie longue. On essaie d'inventer des trucs. Donc, inventer des trucs, c'est par exemple, maintenant, je suis en fixie, en vélo. Enfin, je suis en single parce que j'ai les freins. Parce qu'on a un métier avec les mains, quand même. Et donc, du coup, ça te fait bosser quand même la cuisse parce que pas de vitesse. Ouais, c'est clair. Donc, ça permet d'entretenir. Donc, tous les matins, quand tu viens au cab, ouais. et je me déplace que comme ça, j'ai pas de voiture. Donc, comme ça, le débat est clos. J'ai pas le choix le matin. Et puis après, j'ai une séance. Peu importe le temps. Ouais. Ok. Ouais, il y a 15 jours, il a neigé, là, un jeudi matin. Il faisait vraiment froid il y a un moment. Hein. Et quand il a neigé, du coup, j'ai emmené les enfants, ils étaient en trottinette et moi en vélo, on s'est bien marré. On est arrivé à l'heure à l'école, mais on s'est bien marré. Voilà. Parce qu'eux, ils viennent aussi, du coup, en vélo ou en trottinette. Ouais, ils sont en trottinette pour l'instant, parce que Jeanne a 5 ans, elle est un peu petite, tu vois, pour le vélo sur la route et tout. Ouais. Les 2 grands, on pourrait, mais je pense qu'à partir de septembre, tout le monde sera en vélo. Mais ça les rend, c'est bien. Ils font combien de temps, du coup, tous les matins pour aller à l'école? En fait, quand c'est avec moi, c'est en trottinette, c'est une vingtaine de minutes, et quand c'est avec la nounou, c'est 35 minutes à pied à peu près. Ok. Soir et matin. Ouais. Mais je trouve que c'est bien. Parce... Il marche beaucoup quand même, du coup. Ouais, bah c'est bien. Bah oui, c'est bien, hein, c'est clair. Hein. Non, franchement, c'est cool. Hein. Bah, il y a pas beaucoup d'enfants qui marchent autant. Hein. Ouais, mais après c'est un peu voilà ce qu'on essaie de leur transmettre. Ouais. Puis, mais je pense que ça formate tout un tas de choses. Mais je pense que la maîtresse les matins, elles sont très contentes de les voir arriver un peu dégommés déjà. Ils sont plus canalisables, tu vois. Donc, voilà. Tous ils sont à la même école, du coup. Ouais. Ah, ça c'est pratique aussi. Ah ouais, parce que si t'as 3 trucs à faire pour l'instant, c'est clair. Dans la même école. Bon, c'est école primaire, donc c'est facile de cibler tout le monde au même moment. Mais... Et pendant cette période, du coup, difficile avec les terrains nocturnes, le cabinet, etc., t'as pas eu de moments où, mentalement, tu te sentais vidé, quoi. Le burn-out ou pré-burn-out ou des fatigues mentales un peu... Je pense que avant que j'arrête, je sais pas dans quelle zone j'étais exactement, tu vois, mais je sentais bien que c'était un peu trop, tu vois, le cabinet à gérer, les confs, parce que les déplacements ça pèse quand même beaucoup. Ouais. Les enfants, on était avec Marie, le nouveau cabinet des travaux qui se passe forcément pas comme t'as envie, tu vois, c'est pas flow. Et à un moment donné, tu vois, tant pis, et tu dis, voilà. Et puis Marie, elle me dit, franchement, je prendrai une dispo, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut juste clore des dossiers. En fait, t'arrives pas, tu reportes. Ouais. Puis à un moment donné, ça s'empile, et tu te dis, mais en fait, tu veux jamais finir, quoi. Elle était encore à la fac à ce moment-là ou pas? Non, elle était plus à la fac, plus du tout. Et donc voilà, donc du coup, j'ai closé là. Ça, je pense que c'est des meilleures décisions, parce qu'après, du coup, j'ai pu finir de faire atterrir le cabinet. Passer du temps avec les enfants, réorganiser un peu tout le bazar que j'avais pris, le retard et tout. Ça m'a pris quand même plus de 6 mois de récupérer tout mon retard d'articles, de comptes. Donc j'étais vraiment voilà, full. Parce que tu faisais combien au cabinet à la fac de jour? Je faisais 1 journée et demie en moyenne. Ok. Voilà. Et après le reste au cabinet, mais après quand tu fais les confs, t'es pas au cabinet. Quand tu reviens, t'as du retard administratif. Bon, tu vois, c'était un peu... Là, j'avais vraiment beaucoup de bazar à gérer. Surtout que j'avais changé d'office manager en arrivant dans le nouveau cabinet. Donc, tu vois, il y avait rien qui était aligné. Donc, j'ai tout reposé à plat pendant 6 mois. Et voilà. Après, c'était plus cool. Donc, et j'ai pu m'entraîner vraiment beaucoup quand j'étais pas à la fac. Ok. Parce que j'ai préparé la petite trotte à Léon avec Stéphane et Tom, là. Où là, je pouvais faire des sorties longues. Mais parce que j'avais vraiment plus de temps. Après, comme j'ai repris la fac, ça me contraint plus dans le temps, quand même. Ouais. Donc, voilà. Et là, la fac, du coup, tu continues quand même parce que tu aimes bien transmettre? C'est ça que... Ouais, j'aime bien transmettre. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que pareil, tu as ton organisme de formation, on n'a pas trop parlé, mais... C'est 2 choses différentes. Effectivement, il y a des CO pour la formation des praticiens, on va dire post-universitaires. Mais j'aime bien la candeur et la fraîcheur des étudiants. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, ils te posent des questions, tu te dis, bah oui, c'est vrai, pourquoi on fait ça? Parce que toi, on fait ça, c'est acquis, tu vois. Tu dis, boum, boum, boum. C'est-à-dire que t'as ton raisonnement de dentiste, puis des fois, je me dis, c'est une bonne question. T'es obligé de rechercher pourquoi tu fais ça. Au début, tu dis, non, c'est comme ça, puis en fait, dans ta tête, tu dis... il faut justifier, tu vois. C'est clair. Bon, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai que j'ai un champ d'action à la faculté aujourd'hui qui est assez limité. Donc je sais pas si ça se changera ou pas, mais c'est vrai que du coup on a accueilli des étudiants parce qu'ils m'ont demandé, à la fac vous faites pas d'implants, on voit bien que vous faites que des implants, donc bon voilà. Donc on les a accueillis là dans le centre de formation, donc c'était plutôt intéressant aussi. On a fait des chirurgies live, mais c'était frais. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a pas de
Ah, ils viennent chercher l'information assez brute comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'à la fac, tu poses pas d'implant. T'es Non, en prothèse. Ouais, je suis en prothèse. Et Donc, puis, en fait, ouais, officiellement, je suis pas autorisé à poser d'implant et à utiliser la caméra optique. Donc, ok. mais ça s'appelle la politique. Ouais, bah oui. On connaît. Ouais, pas vrai. C'est un des inconvénients, je trouve, du système. Quoi. Ouais. Donc, Et malgré ça, t'aimes quand même aller à la fac parce que tu vois, il y a quand même tout ce côté. Alors, j'aime aller à la fac pour l'instant parce qu'il y a les étudiants. Voilà, et parce que j'ai 2-3 copains enseignants avec qui on s'entend bien, donc tu es dans les mêmes vacations qu'eux, donc tu vois, il y a un côté, voilà. Et puis il y a quand même des jeunes enseignants aussi, avec qui j'échange les plans de traitement, tout ça, ils viennent chercher un peu d'expertise, donc c'est un autre moyen aussi de rendre ce que j'ai, tu vois. Il y a les étudiants, il y a les jeunes enseignants, donc bon, pour l'instant ça. Mais après, si ça doit plus convenir, bon, je prendrai les décisions nécessaires, hein, tu vois, c'est pas... Voilà. Et les étudiants, là, comparé entre ma génération et la génération maintenant, est-ce que tu as vu une... Je savais que tu allais me poser des questions vaches, mais là... non, parce qu'en plus, ta génération, je sais pas laquelle c'est, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, j'en ai vu... Ma génération, moi, c'est... Attends, je suis sorti en 2000... Le pire, il va me sortir des noms et je vais pas me rappeler. Je suis avec Pierre Gounod. Ouais, ok. C'est 2018, ça fait 8 ans. Ouais, parce que moi, en fait, je suis enseignant depuis 2006. Donc, en fait, tu vois, dans ma tête, c'est un peu vague. Non, je pense qu'il y a quand même... Julien Gonzalez, tu vois, c'est la génération... Je pense qu'il y a quand même un petit gap. Il s'est passé un truc, tu vois. Il y a peut-être le Covid ou tout ça. Mais je trouve qu'on a quand même des étudiants qui sont maintenant... qui sont pas des gros bosseurs. Je te fais une généralité. Ouais, mais parce que tu vois, Raphaël Richer, il est à la fac et il m'a dit aussi, tu vois, il sait pas si c'est les réseaux, TikTok, machin, si c'est le mood du moment où, tu sais, maintenant, il y a 50% des étudiants qui se salarient en sortant de la fac. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a une tendance un peu à, pas la dilettante, parce que c'est peut-être un peu un gros mot, mais tu vois, un peu plus, voilà, un peu plus en fait, à la cool. Je pense que le rapport au travail n'est pas le même. Okay. Mais ça, c'est sociétal. C'est-à-dire que le travail a été une valeur, et aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail est un moyen pour obtenir d'autres choses. Ce qui n'est pas forcément critiquable. Ouais, tu vois, c'est clair. C'est que pour moi, qui suis encore plus vieux que toi, des fois, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, tu vois. Donc, tu as ce côté-là où, en fait, la dentisterie, c'est un truc parmi tant d'autres, en fait, tu vois, que tu fais, avec un investissement modéré, et puis j'aurais l'impression, tu vois, que c'est un peu moins de respect, tu vois, sans que ce soit hiérarchique absolu, tu vois, c'est pas ça, mais tout était un peu à la déconnade. Ouais. En fait, à un moment donné, on soigne quand même des gens, tu vois, au sujet, donc bon, je sais pas. Après, moi, je préfère que... Il y a un peu moins d'ordre, tu veux dire, dans le service ou dans le... Ouais, la façon dont... des étudiants, en fait, tu vois, ils sont un peu plus désinvoltes. Voilà. Okay. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça reste quand même une bonne structure et notamment pour te faire tes premières gammes, notamment en gestion patient, tu vois. Ouais, c'est quand même dur, ça. Tu vois, t'as 20 ans. Ah, c'est le plus dur. Hein, c'est complexe, bah oui. Et je me dis, c'est bizarre la façon dont ils abordent les choses. Je me dis, moi, j'ai peur, entre guillemets, pour eux, qu'ils se prennent leur premier gadin au cabinet, tu vois, en relationnel. Alors qu'à la limite, il vaut mieux se le prendre à deux points, parce que tu as des enseignants qui sont là et qui vont absorber. Ils se le prennent, hein, parce que après, moi, je les vois du coup en tant que collab ou en tant que des fois, il y en a qui font des stages. Bah, tu le vois. Ouais, et je pense que c'est inconfortable de se prendre le gadin quand tu es soignant dans un cabinet plutôt qu'à la fac, quoi. Bah, souvent, quand c'est comme ça, soit ils se barrent, soit ils relaissent au titulaire. Donc, il y a quand même un moment où... Ouais. Ben, voilà, je pense que ça manque un peu d'engagement au final, tu vois, de m'investir dans le truc. Alors, c'est une généralité qu'on a. Oui, t'en as toujours 2-3 qui sont quand même passionnés et qui... Ouais, moi, je trouve que globalement, il y en a toujours entre 5 et 10% en fonction des promos qui sont même très, très motivés, tu vois. Des ultra passionnés comme toi ou Marie-Clément qui sont... Tu vois tout de suite ça, et après, bah, en fait, après, un peu plus, un peu moins. Mais à la limite, c'est... Moi, tu sais, ce qui m'a toujours intéressé, c'est moi j'ai un problème avec les notes tu vois, quand tu es enseignant, moi ça me pose un problème parce que je trouve que le référentiel il est pas bon. Quand je te dis le référentiel il est pas bon, c'est-à-dire que on a tous des capacités et des compétences différentes et en fonction du domaine. Moi en endo, mon potentiel d'endo à peu près 0.0, enfin tu vois, j'en ai pas fait depuis 20 ans, donc mon potentiel il est pas très élevé. Je connais 2-3 trucs parce que j'encadre des TP, donc ça me remémore, mais j'en fais pas. Donc on va dire que voilà. Tu sais ce que c'est une pulpe, quoi. Ouais, voilà. Libre, racleur, je disais. Okay.
Mais je sais pas, admettons que je sais pas, mon potentiel en endo est de 5 sur 10, enfin voilà, peu importe, 5, 5,4. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que l'étudiant vienne coller à son 5,4 en fait. Ouais, je vois. Qu'il soit 8 ou 5, je m'en fiche complètement, mais c'est que à chaque fois qu'ils se disent, ok, j'ai donné le max de ce que je pouvais faire, et c'est comme ça en fait que tu vas progresser et puis t'épanouir dans le truc. Plutôt que moi, le mec qui, par exemple, 8,9, il vaut 8,9, mais il te fait un 5,2. Moi, je trouve ça frustrant, quoi. Tu vois, je me dis, c'est clair. mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Enfin, et ça, j'ai presque envie de mettre une mauvaise note, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors que le mec qui est 5,2 et qui m'a fait du 5,1, bah, j'ai envie de lui mettre 18, c'est très bien, quoi. Tu vois, il a fait le maximum de ce qu'il... Tu vois, c'est ce côté engagement, en fait, moi, où je me dis, bah, le mec a essayé de faire le mieux. Et quand on apprend, c'est difficile, il y a des trucs plus ou moins techniques, etc. Mais moi, quand je vois un étudiant bah, qui a galéré, mais qui s'est donné les moyens, tout ça, moi, je trouve que ça, c'est à valoriser. Et dans le système de notation, ça n'est pas valorisable. Ouais, je vois. Et du coup, des fois, voilà. Après, en tant que prof, tu peux un peu pondérer cette note. Oui, c'est un peu pondéré, mais t'as maintenant, les tu sais, fameux quotas, ouais. mais tu peux aussi toujours... Mais maintenant, t'as des gros tableurs Excel, tu vois, machin, un truc, donc tu rentres tes trucs, puis ça... Boum. Ah ouais. Donc on peut le pondérer, mais à la marge, tu vois. Ouais, je vois. Donc, et il y a des fois, bon, je me dis, c'est dommage, parce que lui, moi, j'aurais mis plus, parce qu'il a essayé de bien faire toute l'année, tu vois. Tu vois, de se donner des trucs, de venir un peu plus, de faire son, de faire ça, tu vois. Alors, voilà. En fait, tu serais plutôt au mérite, plutôt que quelqu'un qui peut-être tu peux appeler ça comme ça. Mais... qui est un peu plus en dilettante, mais qui se repose sur ses acquis, ben lui, en fait, voilà. tu peux le... Exactement, parce que dans un métier, je pense que plus tu t'investis, plus tu fais des trucs, plus tu progresses quand même. Et voilà, je serais plus... récompenser le travail, quoi. Ouais. De toute façon, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. On le voit dans le temps, ceux qui sont les plus gros bosseurs, c'est ceux qui ont les plus grosses réussites. Hein. Bah ça, et puis en sport, tu deviens champion du monde si tu t'entraînes, quoi. Bah ouais. Tu vois, c'est de clair. partout, c'est comme ça. Bah, de partout. Et les chefs étoilés, ils ont des étoiles parce que petit à petit, ou même sans parler d'étoiles, tu vois, des bonnes réussites. J'ai mes copains de l'agaçage, par exemple, ils ont un super truc, mais ils ont bossé, quoi. Tu vois, c'est clair. Tac, puis au bout d'un moment, voilà. Donc c'est plus ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Et voilà, bon, bref. C'est philosophique, ça, tu vois. Ouais, mais bon. Après toujours intéressant de je voir. me dis, ouais, il y a peut-être un truc où le système est pas bon, mais allez, Et en tant que professeur, on va dire depuis 2006, t'arrives pas à changer quand même un petit peu ce genre de notation avec d'autres profs, tu vois, le but d'être aussi à la fac, peut-être, c'est d'amener aussi ça. J'ai beaucoup cru que je pouvais changer le système, en fait, alors 2006-2010, je suis assistant, donc je suis plutôt en observateur. Ouais. Après 2010, je suis maître de conférence, donc t'es dedans. J'ai beaucoup cru pendant 10 ans que je pouvais changer, donc c'est des luttes, tu vois, et puis finalement, ouais. Pas palpable le changement, tu vois, t'arrives pas à faire le truc, basculer, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses pour changer. Il y a pas que la problématique, c'est surtout pas que l'étudiant, quoi. Il y a beaucoup d'habitudes à changer. Ça, c'est délicat. C'est un peu comme on dit, le politique, hein, de toute façon, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, si tu avais 3 conseils à donner à un étudiant qui veut se lancer en chirurgie ou monter son cabinet ou créer une formation, enfin, je sais pas. C'est vaste. Non, on est passé du cabinet à la chirurgie à la formation. Non, la formation. Non, mais si tu avais 3 conseils vraiment clés à donner avec tout ton parcours. Alors moi, je pense que il faut le premier exercice à faire, je pense, pour une personne qui est un peu jeune entre guillemets, c'est d'identifier ses valeurs en fait. Tu vois, ce qui te fait un peu vibrer. Les valeurs, c'est ce qu'on est. Et moi, j'ai fait ce travail tard. En fait, j'aurais presque aimé le faire avant, même si j'ai beaucoup fait de choix sur l'instinct, quoi. Et de définir en fait valeurs et où vers quelle vie on veut tendre. Alors quelle vie on veut tendre dans 2 ans, dans 5 ans, pas dans 20 ans, parce que dans 20 ans, t'as le temps de changer 10 fois d'avis, tu vois. Donc bon voilà, c'est une période de 2 ou 5 ans, et puis à chaque fois que tu prends une décision, c'est de te dire est-ce que ça correspond à ces valeurs ou est-ce que ça rentre dans ma vie rêvée, entre guillemets, parce que ça va correspondre un peu à tout ça. Parce que moi j'ai fait des fois des choses... tu vois, je me suis dit pourquoi t'as accepté de faire ça, c'est pas, tu vois, c'était pas full aligné avec moi, donc là j'étais moins bien. Donc ça serait vraiment de bien définir ses valeurs, sa vie, voilà. Et puis après, moins tu fais de concessions avec ça, mieux tu te portes en fait, parce que comme je te disais, j'ai été collaborateur, donc j'ai appris beaucoup de choses techniquement, mais j'ai fait beaucoup de compromis sur des trucs, et puis finalement tu dis bon, ça s'arrête, bah tant mieux, finalement ça s'arrête parce que c'est pas comme moi je voulais vraiment le truc. Je pense que ça serait vraiment le conseil.
numéro un, tu vois, finalement d'être soi. Ouais, Mais soit. pour être soi, il faut savoir qui Pour on être est. bien dans sa vie, en gros, déjà. Ouais, Commencer par ça, en exactement. fait. Ouais. Ok. C'est pour ça que je te parle de planning Ouais, idéal ouais. et que je te parle pas que de pro, tu vois. Ouais. Parce que dans le planning idéal, bon, moi j'ai le trail, j'ai machin, j'ai les enfants, enfin tu vois, t'as ce truc-là. Ça serait vraiment le premier conseil. Surtout qu'on a la chance avec notre métier d'avoir un planning un peu Exactement, idéal. tu vois, t'es Si pas. t'as envie de commencer à 6h du mat et finir Ouais, tu à t'organises vraiment comme 16, tu veux, enfin, ouais. tu te débrouilles, quoi. Ouais. Donc ça c'est bien, ça serait vraiment le premier conseil. Et puis après, une fois que là, si tu suis ça, c'est déjà beaucoup, je trouve. Tu vois, c'est vraiment beaucoup. Après, un deuxième conseil. Par exemple, plus sur le côté chirurgie, un conseil, après un autre plus sur le côté cabinet. Ouais. Ouverture de cabinet, Alors, entrepreneuriat. chirurgie, moi, j'aurais tendance à dire d'essayer de trouver un mentor qui te correspond, humain et technique, du coup, Ouais, les deux. ouais. Et puis d'essayer de suivre, en fait, cette personne-là, parce que si tout seul dans ton cabinet, tu essaies de développer, c'est quand même complexe, tu vois. Ok. Et si tu as un mentor qui est inspirant, moi, le professeur Mariani m'a guidé pendant longtemps, en fait, tu vois. Donc, je l'ai connu en 2003 et après, je suis rentré ici comme assistant en 2006-2007, mais quand même, je suis allé finir mon DU, puis je l'ai rencontré souvent. Enfin, on se téléphone, Ouais. je lui téléphone encore tous les 2-3 mois. Il a 80 ans, tu vois. Mais ça reste mon patron. Et puis, il m'a, pendant de nombreuses années, c'était mon mentor dans le sens où il pose les bonnes questions au bon moment, quoi. Donc, ça, je pense que c'est important. Donc, ça serait pour la partie chirurgien, trouver un mentor. Après, ça peut s'appliquer, je pense, à toutes les disciplines en Ouais, dentisterie. exactement. Oui, mais pour la dentisterie, en Ouais, sens voilà, large, ouais. tu vois, si tu trouves un mentor qui te guide là où tu veux aller, c'est quand même bien, je trouve que c'est confortable. Et puis tu noues une relation un peu particulière, donc je sais pas, en cas de problème, en cas de tac, un petit Ouais, c'est SMS, clair, tu vois, c'est ça clair. passe, quoi. Et la partie entrepreneuriat, création de cabinet, formation, tu vois, plutôt moi, le j'aurais côté... un conseil là-dessus, c'est un peu d'ailleurs l'objet du livre, tu vois, c'est parce que en fait j'ai écrit le Tu livre. vends ton livre, là. Ouais, je vends mon livre à fond. Et non, mais parce qu'en fait, le livre, c'est le truc qu'on m'a jamais appris à la fac. Ça s'adresse à qui, le livre? Le À tous les livre, dentistes? tous les dentistes, mais même au-delà, parce que j'ai des kinés, des ostéos qui l'ont acheté, j'ai Ok. des médecins chir, esthétiques, enfin, tu vois. En fait, le livre, le sujet, c'est l'entrepreneuriat dans l'activité libérale. Et tu vois, le premier chapitre, par exemple, moi, c'est Lionel Chauveton qui est expert comptable et porteur de projet, parce qu'en bon interne que j'étais, tu vois, la notion économique, je l'avais pas du tout. Ouais, c'est C'est-à-dire que sûr. de temps en temps, j'emmenais les patients à la caisse, mais pas tout le temps, tu vois. Voilà. Et une fois que tu rentres dans ton cabinet, qu'il faut payer les factures, les salariés, tout ça, tu te dis, alors, attends, il y a un petit sujet quand même. Donc, voilà. Donc on aborde ce projet-là, cette partie-là. Et après, il y a l'archi, pourquoi, le lieu, machin, tout ça. Et en fait, moi, je pense que quand tu crées ton cabinet, c'est important de ne pas imaginer que tu peux faire tout seul, mais il faut avoir une équipe autour de toi. Donc c'est un peu l'hommage que j'ai dans ce livre-là, c'est-à-dire que moi j'ai écrit finalement la moitié à peine, et j'ai fait participer les personnes qui ont été remarquables pour moi dans mon parcours de création de cabinet. Donc le porteur de projet, Antoine l'archi, Pierre-Élie le directeur artistique pour la charte graphique, etc. Et Emmanuel dont on a parlé pour l'identité olfactive, Lionel qui était là pour la partie photo. Et j'ai fait participer aussi les filles sur l'expérience patient, donc toutes celles qui sont passées dans le poste d'office manager, donc Marina, Audrey, Séverine, enfin tout ça. Et puis après, j'ai un chapitre avec un CEO d'une grosse boîte d'implants avec qui j'ai beaucoup appris sur le management, en fait. À coup de petits dîners lyonnais, j'avais ma petite formation particulière sur le management, donc tu vois, donc je l'ai mis là parce qu'en fait, il m'a beaucoup appris, même s'ils étaient dans des dîners, quand je sortais du dîner, je marquais plein de trucs sur mon cahier, parce que je me disais, ouais, ça, tac, tac, tac. Et puis le dernier chapitre, c'est Steph Brognard, dont on a parlé depuis le début, sur la préparation mentale. On mettra le lien en description de ton livre. Mais en fait, comme ça. juste pour dire qu'en fait, en fait, on réussit pas tout seul, tu vois, et qu'à un moment donné, il faut aller chercher la compétence, quoi. Moi, je suis nul en chiffres, donc tu vois, quand j'ai voulu créer mon cabinet, je me dis, comment je fais, tu vois, je vais aller voir une banque, je vais demander de l'argent, elle va me dire combien vous voulez, j'en sais rien, elle va me dire, tu sais, les immobilisations, perdu, quoi. Donc après, je me renseigne, puis je trouve donc Lionel Chauveton, je vais voir, on établit une stratégie, machin. Tu vois, c'est comme ça, parce que moi, j'ai aucune compétence. Moi, j'essaie d'être pas trop mauvais dans ce que je fais, tu vois, en dentisterie, chirurgie implantaire, mais le reste, je connais strictement rien. Donc, c'est se faire entourer par des gens qui sont capables de t'encadrer
particulièrement quand ça devient difficile. Tu vois, Ouais. la création d'un cabinet, c'est pas forcément easy. Tu vois, il y a des moments où waouh, donc il faut avoir des gens sur qui tu puisses t'appuyer. En fait. Comment tu les trouves, ces personnes? C'est bouche à oreille, Ouais, je c'est pense que c'est des bouches à contact, oreille, parce que si par exemple tes copains, quoi. Ouais, T'as un bon pote, tiens, il fait appel à un mec qui s'entend bien, ça se passe bien. Bon, ouais, bah, c'est il y a ça. des chances que ça marche bien, quand Ouais. même, tu vois. Lionel Chauveton, moi, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de ma belle-mère, si je dis pas de bêtises, tu vois. Hop, et puis ça a bien fité dès le Ouais. départ. Antoine Trolla, c'est un archi qu'on a rencontré par hasard, en fait, comme ça s'est fait. Pierre-Élie, c'est une connaissance de Lionel, enfin, tu vois. Et puis après, tu navigues dans une sphère qui te ressemble, donc en fait, t'as un sujet à développer, voilà, ça Ouais, je marche, vois. quoi. Le livre, il y a Laure qui m'a aidé, une conceptrice rédactrice, et en fait, on l'a trouvé par Pierre-Élie, machin, un truc, tac, puis ça semble, quoi. Ok. Voilà. Mais moi, j'aime vraiment à dire que, tout à l'heure, je faisais pas du tout la promo du livre, c'est juste que c'est vraiment cette équipe-là qui a construit le projet. Et très souvent, les gens, quand ils viennent notamment en formation chez moi, ils me disent « Oh, c'est dingue, t'as fait ça, t'es tout seul praticien. » C'est ce que je t'ai dit au Ouais, début. bah oui. Mais en fait, non. Enfin, oui, je suis seul praticien, mais derrière, il y a toutes les 8 personnes qui m'ont aidé à monter ce cabinet-là Ouais. de façon directe ou indirecte, en fait. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre. Tu vois, Ok. d'expliquer tout ça, certes, mais aussi de mettre en valeur ces gens-là, parce que Tu voulais garder une trace un peu de toute ouais. cette création, Et quoi, au final. puis l'archi Antoine qui m'a aidé, et de temps en temps je l'appelle encore, je lui dis ouais là j'ai un sujet machin, et, tu vois, c'est son domaine de spécialité, tu vois, de faire ça. Et moi je vais prendre une décision, il va me dire bah non, là c'est un peu bête parce que ça, ah oui t'as raison, Ouais. tu vois, parce qu'en fait on peut pas tout savoir en fait. Bah, c'est sûr. Et après si tu fais un investissement sur un truc, bah, c'est un peu couillon si 6 mois après tu te dis j'enlève tout et puis je repars à Ouais, zéro, c'est quoi, tu clair. vois. Ouais. Donc c'est vraiment c'est Donc, vraiment ça. troisième conseil, bien s'entourer. S'entourer Ouais, pour s'entourer, quoi. ouais, parce que on a un métier qui est exigeant techniquement. On peut pas être bon en RH, en dentisterie, en machin, enfin tout ce que tu veux, tu vois, Ouais. en choix de local, en choix de fournisseur, enfin, tu peux pas, Ouais, quoi, en tu vois. stratégie, en tout, quoi. Ouais, tout. Donc je pense qu'il faut se créer une petite équipe, plus ou moins grande en fonction de ce qu'on veut faire, mais une petite équipe avec laquelle on est Ouais. stable et fiable, quoi. Ok. Et tu vois, Lionel, je l'ai préconisé à 2-3 personnes, les personnes sont ravies. Parce qu'elles retrouvent ce mode-là d'accompagnement, elles me disent putain, c'est confortable, je pas ça à gérer. Ouais, je Et vois. on a besoin d'être libéré. Si tu peux pas, enfin, sinon c'est fou. Hmm. Parce que notre métier est quand même assez fou, c'est-à-dire que on soigne des gens, il faut faire de la RH et il faut gérer une entreprise. Ouais, c'est clair. Et il faut espérer être bon dans les 3 trucs. Bon, laisse tomber, autant te dire que c'est déjà mort. Voilà. Donc moi, je me suis dentiste, a priori, j'ai fait l'internat des formations, ça, je vais y arriver. RH, je vais me faire former, coacher un peu, machin, et me faire aider. Et puis, porteur de projet, entreprise, moi, je suis appelé lui, et puis il va faire. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est important, je pense, d'avoir des personnes de valeur avec toi, quoi. Ok. Ouais. Pour la fin du podcast, je demande souvent si tu avais un intervenant que tu aimerais voir dans le podcast, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu aimerais connaître Ok. sa vie Dans ou le autre. monde dentaire. Tout ce qui touche autour du monde dentaire. Ça peut être aussi autre. Hein. Ouais. Ça peut être une des personnes que t'as citées dans ton équipe qui t'a aidé à créer le projet, et ça peut être. Écoute, Qui donnera des tips, je pense, ouais. intéressants. Ah oui, alors j'avais pas préparé cette question-là du tout. J'ai laissé un petit peu de. Non, mais t'as bien fait. Non, mais spontanément, comme ça, forcément des gens qui ont compté pour moi, tu vois. Je te dirais le professeur Paul Mariani, mais voilà, même s'il est retiré de la vie professionnelle depuis 10 ans, Ouais. mais, parce que lui, ça a vraiment compté. Quelqu'un que j'aimerais entendre, moi je les entends, alors là il faut que je te trouve quelqu'un là, c'est important. Non, t'as des belles rencontres que moi j'ai pu faire, quelqu'un comme Mathieu Guibaudot, qui est Omni Implanto à Montpellier, il y a récemment Elnour Mamadov à Nice sur l'occlusion. Ouais. Mais moi je me nourris d'un peu tout le monde, tu vois, je pourrais te dire un Nico Henner aussi, parce qu'en Nico, machin, c'est intéressant. C'est surtout France ou t'as aussi. Alors si tu m'autorises de l'international, il n'y a aucun problème. Là, je te dirais Eric Van Doren, qui est francophone. Parce que Eric Van Doren, donc, il est pensionné belge. C'est pensionné les Belges, c'est pas retraité, tu sais, c'est pensionné. Depuis 1 an, mais il continue à travailler notamment avec Florine Coffard et tout. Mais lui, il m'a appris alors tout ce qui est profil d'émergence dentaire, implantaire, c'est vraiment pour moi le spécialiste. Et puis, quand je suis allé la première fois dans son cabinet à Anvers en 2013, j'ai pris une petite claque sur l'identité visuelle. Il avait un cabinet qui était assez dingue, simple mais dingue. Je me suis dit, ah ouais, lui,
C'est quand même au-dessus. Puis c'est un mec très sympa. Ça, c'est sûr, un de mes mentors et que je recommande. C'est-à-dire que si tu vois Eric Van der Run en conférence, il faut y aller, quoi, parce que ce mec est dingue. Et la deuxième personne avec qui j'ai une affinité particulière au niveau international, c'est Isvan Urban, qui fait toutes les ROG, là, tout ça. Où là, je connais Isvan depuis 2011. Et on a toujours gardé contact, tu vois. Ça, c'est vraiment des très bonnes personnes. Mais au niveau international, je peux te citer aussi Francesco Mintron, avec qui on travaille régulièrement, qui est en Italie. Giacomo Fabri aussi, avec qui on fait on travaille sur toute la partie N1, etc. Ouais, j'ai pas mal de copains, tu vois, comme ça. Et à l'international, c'est bien parce que il n'y a pas de politique ou franco-français, tu vois. Ça, c'est pas mal. Voilà, tu peux traiter un peu plus librement à l'international, t'as pas les côtés on n'a pas trop parlé, mais t'as pas côté sécu machin, tous les trucs comme ça, ça, et puis c'est un peu plus libre là, tu vois, dans le groupe avec Francesco et Giacomo, c'est intéressant parce que on essaie de réfléchir un peu différemment. Giacomo a écrit un article là récemment, je suis totalement fan, c'est un peu toutes nos discussions qu'on a eues, etc. Donc voilà, tu vois, ça essaie de faire bouger les lignes et ça m'intéresse, quoi. Ok. Donc, voilà. J'ai plein de copains. Hein. Juan Mesquita aussi qui est hyper bien dans son style. Là, on fait venir Joseph Kahn aussi qui est top. Enfin, voilà. Parce que je trouve que c'est enrichissant. Comment te dire? C'est des gens que tu vois peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Mais quand tu discutes, tac, et c'est quoi ton dernier tips, tac, il t'explique. Ah ouais, ok, c'est pas mal, tac. Tu vois, 5 minutes. Ben, hop, voilà, ok. Je vois. Tu vois, et ça, je trouve ça vraiment bien. Non, mais parce que t'es pas obligé de te faire 3 jours, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Et voilà, avec Francesco, des fois, on s'appelle, t'as fait essayer quoi? Tac, ah oui, ok, tac, oui, non, voilà. Donc, c'est bien. Parfait, bon, merci beaucoup pour cette intervention. Avec grand plaisir. Salut à tous. Au revoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Franchement, ça me fait super plaisir. J'espère que tu as appris plein de choses comme moi je l'ai appris avec Dr Noiret. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire. Tu peux aussi voir toutes les autres vidéos de podcasts qu'on a déjà réalisés. Et reste bien attentif car tous les mercredis, on sort un nouvel épisode. Je communique surtout sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me suivre aussi.